Le Lounge de l'entrepreneur, épisode numéro 8. Let's go! Bienvenue à tous à ce 8e épisode du Lounge de l'entrepreneur. Je m'appelle Jonathan Demers et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'aurai le plaisir, mais surtout la chance, de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience afin de discuter de leur parcours d'entrepreneur dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un ami à moi du nom de Martin Saint-Pierre. Martin est un conférencier scolaire qui se promène un peu partout au Canada afin de rencontrer de jeunes francophones dans le but de les aider dans leur choix de carrière. Salut Martin, ça va bien? C'est un des meilleurs jours de ma vie. Le podcast avec Jonathan. Wow, quelle belle opportunité. En forme, toi? Ouais, ça va bien. Alright. Oh my god. Martin et moi, on se connaît. On se connaissait plus par internet avant, puis là, c'est une des premières fois qu'on se rencontre dans la vraie vie. Et... Des amis d'internet qui deviennent des amis en live. Tu sais, c'est des choses qui peuvent arriver. On vient de traverser la rivière. C'est quelque chose. Merci beaucoup de venir participer au lounge. C'est vrai, c'est bien gentil de ta part. Je trouve que c'est un concept vraiment pertinent, intéressant. Puis ça me fait plaisir de te partager ce que j'ai vécu au cours des dernières années. Ta carrière d'entrepreneur, qui est justement, mais veux-tu nous parler un peu de toi, ce que tu fais dans la vie, puis nous parler de tes projets actuels? Ouais, moi je suis un travailleur autonome, mais on peut considérer ça comme un entrepreneur. Je suis conférencier dans les écoles secondaires du Québec où j'aide les jeunes avec leur choix de carrière. C'est vraiment une conférence spectacle où je les amène à faire de l'introspection, à se poser des questions sur qui ils sont, leur passion, leur talent, leurs valeurs. Dans le fond, toutes les choses auxquelles on veut pas vraiment penser lorsqu'on a 15-16 ans. Ouais, c'est clair. C'est notre gang qui est important, notre réputation, tout. Mais là, on fait quand même des choix de cours. On pense au cégep qui s'en vient. Fait que, qu'on le veuille ou non, on est obligé de faire des choix. C'est fait comme ça. Alors, moi, j'essaie de leur donner des outils afin qu'ils fassent des choix qui leur ressemblent. Donc, je suis comme le grand frère qui les aide là-dedans. Puis, je fais de la promotion aussi de l'entrepreneuriat souvent dans les écoles. Souvent, je me rends compte qu'il y a des garçons, surtout, qui se voient pas vraiment aller à l'université longtemps, des gars vraiment pratico-pratiques. Mais quand je leur parle d'entrepreneuriat, qu'ils peuvent se créer leur job, puis que je leur donne des exemples vraiment concrets là, de... Oh, des fois, tu vois qu'il y a des lumières qui s'allument. Ouais, non, c'est clair. Ouais, c'est ça. Non, c'est clair. Dans le temps, justement, c'est bien rare qu'ils parlaient d'entrepreneuriat. Là. C'était plus du monde, pas un peu fou, là, mais tu sais, ceux qui disent un peu là, genre un fou avec une idée. Là. Mais c'était plus tout le monde. Habituellement, c'est t'allais à l'université, tu trouvais une job. L'entrepreneuriat, pendant longtemps, moi, je voyais quelqu'un qui recevait un prêt de plusieurs millions pour construire une usine. Tu sais, je pensais qu'un homme d'affaires, c'était ça. Un gars qui a comme une usine, des grosses boutiques, puis que... Alors que dans la vraie vie, c'est pas ça. Non, c'est clair. C'est l'exception. Tu peux être tout seul, t'es pas obligé d'avoir beaucoup d'employés. Non, c'est ça. Puis c'est cool, on commence à en parler, mais je pense que pendant longtemps au Québec, on a traîné de la patte de ce côté-là. Là, aujourd'hui, il commence à avoir... même à ça, il y a plusieurs belles entreprises qui n'ont pas de relève. Des gens, des baby boomers, des gens qui arrivent à 70 ans, qui veulent vendre leur entreprise, mais il n'y a personne pour prendre la relève. Les enfants ne sont pas intéressés ou quoi. Alors, non, c'est clair. C'est comme Sport Rona, justement, l'année passée, qui a été vendu à Lowe's ou quelque chose comme ça. Puis que ça a fait une méga tollé, je sais pas si c'est le vrai terme, mais que justement tout le monde a chialé parce que ça a été vendu à quelqu'un en dehors du Québec, mais tu sais, justement, on n'a pas le monde ici qui ont les finances pour acheter des compagnies comme ça ou qui n'ont pas l'ambition de vouloir acheter. Fait que c'est vrai que il y a des belles initiatives avec il y a le défi Oser entreprendre. Il y a des jeunes au primaire qui commencent à entendre parler d'entrepreneuriat. Non, c'est clair. Fait que déjà, il y a des petites cloches qui sonnent de bonheur. Fait que c'est merveilleux. Comment t'es venu l'idée de ça, de devenir conférencier? C'est à chaque fois que je raconte l'histoire, je me sens un peu mal parce que c'est quasiment un peu ésotérique. Moi, je suis un ancien joueur de poker professionnel. C'est là que j'ai connu Jonathan en ligne. On parlait de stratégie. Puis ça a été mon seul travail de 24... Non, plus tôt que ça, de 21 ans à genre 27 ans, 28 ans. Et à 28 ans, après avoir bien gagné ma vie pendant la majeure partie de ma vingtaine, j'ai complètement craqué. Oui, c'était payant, mais c'était aucunement gratifiant.
Ouais. Tu sais, je me sentais, même si je gagnais 500$, 1000$, j'ai même gagné 25 000$ un soir. Mais le lendemain, je me disais, so what? Ouais. Tu sais, c'est quoi la suite? À quoi que je sers, moi? T'as pas rien apporté, t'as juste enlevé de l'argent du bon Non, sens, c'est du ça. bon sens, là. À un moment donné, c'est ça. Puis à 27 ans, j'ai comme craqué, je me suis dit, hey, je suis pas un winner, moi, je suis un esti de loser. Non, c'est ça la vérité. Ouais. Mais le Oui. pire, c'est qu'il y en a qui voudraient prendre ta place, hein. Ouais, c'est ça. De l'extérieur, ça a l'air super cool. Tu te lèves à 1h de l'après-midi, tout le temps de jogging, tu fais du cash, t'es payé en US, tu payes pas d'impôts. Ah, t'as un job de rêve, Martin. Ouais. Oui, en apparence. Mais la réalité, c'est que c'était un cauchemar, je vais le dire franchement. Donc, c'est ça. À 27 ans, à un moment donné, un soir, je commence à pleurer après avoir passé la journée devant l'ordinateur. J'avais gagné, je pense, 500 ou 600$, mais je pars à brailler. Je suis malheureux comme je ne l'ai jamais été. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tout d'un coup, ça me frappe. Je réalise que j'ai gravi la mauvaise montagne. Oui, j'ai connu du succès, oui, j'ai réussi, mais j'ai pas réussi à la bonne affaire. Tu sais, là, je réalise, oh non. Alors, je pense qu'une des... Je vais faire une petite parenthèse, je pense qu'une des plus grandes déceptions dans la vie, c'est de réussir et se rendre compte qu'on a réussi à la mauvaise affaire. Tu sais. Alors, je tape sur Google ce soir-là, je suis désespéré, je tape dans Google « Comment trouver son travail idéal? » Ouais. « How to find your life purpose. Okay. Ouais. Et là, je vais faire plusieurs exercices d'introspection pour m'orienter. Puis là, à force d'en faire, à force de penser à des souvenirs d'enfance, à mes forces, mes passions, ben tout d'un coup, j'ai un flash. Je me vois sur scène en train de parler à des jeunes. C'est bizarre, je suis comme assis dans le milieu de la salle, puis je me vois de l'extérieur en train de donner une conférence, puis dès que j'ai cette image-là, je me dis, ça serait hot. Ça serait malade. Et que ça serait sick. Puis j'avais des frissons partout. Et le soir même, je suis allé m'acheter une caméra, je pense, au bureau en gros, un investissement assez considérable. Parce que je me suis dit, je vais avoir besoin de filmer mes présentations, je vais avoir besoin peut-être de faire des vlogs. Alors si je fais un achat quand même assez dispendieux, ben j'aurais pas le choix de l'utiliser. Alors je me suis mis de la pression. Ouais, tu vas te sentir mal de pas l'avoir, de pas l'utiliser. Alors ça a l'air, on dirait que c'est venu de nulle part, mais en réalité, je pense que j'ai souffert pendant plusieurs années. Je me suis retrouvé, puis c'est comme si j'étais mûr, à un moment donné, un moment d'intuition, que ce soit, je sais pas c'est quoi vos croyances, l'âme ou bien le higher self, qu'ils vont dire en anglais, notre sagesse intérieure. Hey yo man, ça c'est pour toi. Tu sais, j'ai comme un flash. Alors, c'est ça, j'ai commencé mon aventure 2 ans plus tard. Okay. Parce qu'au début, peut-être comme plusieurs entrepreneurs, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Ouais, clairement. Je me suis dit, je suis qui moi pour faire ça? Ouais. Qu'est-ce que les autres vont dire? Martin, notre chum de secondaire, il joue pas au poker, mais là, il veut donner des conférences dans les écoles. C'est quoi l'affaire? Ouais. Alors, j'avais vraiment peur du jugement des autres. J'avais peur d'affronter mes peurs aussi. Parce qu'à ce moment-là, j'étais rendu un gars anxieux qui restait dans sa chambre pratiquement 15 heures par jour. Donc, je développe de l'anxiété. Et là, je me disais que j'allais devoir parler devant des auditoires de centaines, voire des milliers de personnes. La coche était quand même c'était assez grande. T'sais. Ouais. Alors, c'est comme ça que j'ai découvert un peu ma voix. T'avais-tu déjà fait quelque chose de semblable? Je sais pas, mettons au secondaire, les talent shows, je sais pas si vous aviez ça dans l'école, là. Oui. Mais t'avais-tu déjà fait comme, tu sais, autre qu'une présentation orale que t'étais un peu obligé, là? Mais la première fois, je me rappelle, c'était durant le cours de théâtre en secondaire 1. OK. C'était mon 3e cours à option, je pense, 3e choix, puis j'avais eu ça. Et je me souviens que mon professeur m'avait remarqué, puis il m'avait dit hey, on va te donner un grand rôle, toi. Puis j'avais vraiment trippé, Puis en grattant, je me suis rendu compte que même si je retourne dans mes sports, dans les sports que j'ai pratiqués jeune, il n'y a pas d'hasard. Au baseball, j'étais lanceur. Le gars qui est exposé, le gars qui est devant tout le monde sur le monticule, qui a la plus grosse pression. Et au hockey, j'étais gardien de but. Ok, c'est bon. C'était comme si... Moi, j'aimais ça, la pression. J'aime ça être challengé, puis j'aime ça marcher sur un fil comme un funambule, là, que tu peux te casser la gueule comme tu peux réussir. J'ai toujours aimé les rushs d'adrénaline comme ça aussi. T'sais. Alors, il y a comme un fil conducteur qui m'envoyait vers ça. C'est pour ça que je dis aux jeunes de revenir en arrière,
de se rappeler qu'est-ce qu'ils aimaient faire à 7, 8, 9, 10 ans. C'était quoi leur rêve? Souvent, on va prendre ça à la légère, on va rire. Hey, moi, quand j'étais jeune, je voulais faire ça, je faisais telle affaire, je tripais avec ça. Mais plus tard, à 25 ans, 30 ans, même 40 ans, souvent, on va faire un travail qui va être relié à ça. Donc, une sagesse dans ce qu'on faisait jeune. Je pense que c'est le cas de plusieurs entrepreneurs aussi. Ouais. Il y avait des indices dans leur jeunesse qui disaient que eux autres, ils étaient un peu le mouton noir. Là, ils voulaient faire bande à part. Clairement. Puis là, ça fait combien de temps justement que tu fais ça? Là, je vais bientôt commencer à l'automne ma 3e année à temps plein. La première année, ça a été assez difficile pour percer le marché parce que les écoles, le milieu scolaire, c'est un milieu assez hermétique. Lorsqu'on ne connaît pas, les gens ne veulent pas prendre de risques dans le milieu de l'éducation. Puis je comprends les directions d'école. Alors, c'est un milieu très difficile à percer, mais un coup que tu as quelques bonnes références, là, par contre, le mot va se passer assez vite et là, les contrats vont arriver de plus en plus rapidement. Alors, très difficile à percer, mais un coup que tu as le pied dans la porte, là, par contre, c'est ça, il y a d'autres options qui se pointent. Et là, c'est ça, j'ai vraiment hâte à la 3e année. À ma première année d'activité, j'ai vendu 20 conférences. L'année dernière, 50. OK. Ça continue. Oui, ça a continué. J'ai visité 3 provinces canadiennes, à part le Québec. Et pour la prochaine année, je pense on va peut-être aller autour de 70, 75. Donc, c'est le fun. Ouais. Puis je vis de ma passion. C'est mon seul travail. Mais comme je dis souvent, c'est pas une job. À chaque fois que je sors d'une école et qu'on me donne un chèque, je me dis « Wow! » Non, sérieusement, je me dis « Wow, voir qu'on me paye pour faire ça. » C'est malade. Gang de fous. Je le ferais gratuitement, mais eux autres, ils me payent. Sick. Ouais. Évidemment. Il faut bien que tu manges. Oui, c'est ça. Mais... c'est très gratifiant. Ouais, comparé justement à jouer au poker, ça doit être pas mal plus gratifiant. Moi, je pense une question beaucoup plus importante que combien tu gagnes. Comment tu gagnes ta vie? Exactement. C'est pas toujours combien, moi je pense que c'est plus comment. Mais on vit dans une société qui est trop obsédée par le combien souvent. Oh que oui. Oh que oui. Justement, juste le podcast, quand le 3/4 du monde, quand je leur disais que j'allais faire ça, la première question de 90% du monde, c'est comment tu vas faire de l'argent avec ça? Ça va-tu être payant? Ça va-tu être payant, mais j'ai pas juste comme objectif de faire de l'argent. Là. Moi, c'est créer des contacts, faire des relations avec du monde, aider le monde en général. Moi, j'ai toujours aimé aider le monde. Puis je trouve que c'est une façon peut-être de motiver des gens à écouter des histoires des entrepreneurs. Faut savoir comment ils ont commencé, souvent s'identifier à l'entrepreneur, dire mais moi aussi j'ai un peu comme lui. Tu sais. Puis si tu vois que l'entrepreneur c'est une personne comme une autre, là, souvent la plupart du temps, là, c'est pas juste des fils de. Parce qu'on avait souvent cette idée-là avant dans le temps, que les entrepreneurs c'était justement des fils de riches ou de personnes qui étaient déjà entrepreneurs. Ouais. Surtout ceux qui viennent de la classe moyenne comme moi. Moi, j'ai grandi en méprisant un peu les riches ou en croyant que l'argent était mal ou que les gens qui avaient de l'argent avaient nécessairement fait des crosses, que c'était du monde malhonnête. Non, mais c'est vrai. Tu sais, moi, j'ai grandi avec ces pensées-là. Bon. Est-ce que ça nous amène à devenir des entrepreneurs lorsqu'on pense ça, lorsqu'on est jeune? Non, peut-être pas. Tu sais. Clairement pas. Ouais, c'est ça. Depuis que tu fais ça, tu penses que ce serait quoi la pire épreuve que tu as eu à surmonter? La pire épreuve, je dirais que c'est probablement la première conférence. OK. Où là, tu t'exposes pour la première fois. Oui, c'est un projet qui te parle pendant longtemps, mais là, t'es testé. C'est le saut en parachute, c'est le saut en bungee. Et vu que tu l'as jamais fait, tu sais pas comment tu vas réagir. Même si tu te prépares. Alors, le premier matin, la première conférence, je m'en souviendrai toujours, j'ai dormi 45 minutes. Oh my God! La conférence était à 9h le matin, puis à 4h30, j'avais encore les 2 yeux grands ouverts. Grosse boule d'anxiété. Dans le ventre, je me disais, wow, dans quoi je viens de m'embarquer, tu sais. J'étais, je te dis, terrifié. J'avais la chienne, puis j'avais envie d'annuler si c'était possible. Tu sais, je me dis, fuck, dans quoi je viens de m'embarquer, tu sais. C'est clair. Mais, puis la première minute, dès qu'on m'a tendu le micro, je parlais beaucoup trop rapidement. Je parlais avec une voix très aiguë. Puis ceux qui étaient dans la première rangée voyaient mon bras qui tremblait, là. Et la jambe tremblait. Mais finalement, après 15 minutes, je trouve mon air d'aller.
je me dis, oh, je commence à me calmer, ça va bien. Puis vers une demi-heure, là, j'ai un fun noir. J'improvise, puis j'ai du fun. Puis à la fin, les jeunes ont vraiment apprécié. J'étais vraiment in the zone, dans un état de flow. Puis je me souviens à la fin, lorsque j'ai quitté l'école, je me suis tourné vers ma mentor, la personne qui m'accompagnait, puis je lui ai dit, il peut y avoir une guerre nucléaire demain, là. Le monde peut s'écrouler, là, puis parfait, je suis prêt. C'était comme, yes! Ah, tu l'as Je fait. viens de le faire. Ouais, c'est clair. Oh my God. Alors, c'était la plus grande épreuve, puis en même temps, la plus grande satisfaction à date. Puis à ce jour, j'ai pas une conférence qui est arrivée à la cheville de celle-là. C'est juste à cause que c'était la première. Alors, puis je pense que pour chaque entrepreneur, justement, au début, tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Ouais. Saute dans le vide. Il n'y a aucune garantie. Et là, même si tu as confiance en toi, il y a quand même un doute. Ouais, non, Si on est honnête, là. Mais ouais. T'sais. Puis je pense qu'avoir douté aussi, c'est pas juste négatif. Je pense que ça peut nous amener à être plus vigilants pour pouvoir s'assurer de livrer la marchandise. Ok, ouais, premier gros test. Oh my God, ben, c'est clair, ça doit être stressant. Mm-hmm. Mais ça, t'en avais jamais fait justement avant, là. Ton texte, tu l'avais peut-être pratiqué soit Oui. seul ou avec ta mentor, justement. Ouais, c'est ça. Puis il y a toujours que. Puis là, ben, tu recevais un chèque pour la première fois. Alors, c'est comme on te présente comme. Et le conférencier. Non, j'en suis pas encore un, mais je vais accepter le. Tu sais, j'avais vraiment l'impression de jouer un rôle que j'étais pas. Puis ça a pris peut-être quasiment au moins un an avant que je pouvais. Quand les gens me demandaient qu'est-ce que tu fais dans la vie, ben sans hésiter, je disais je suis conférencier en milieu scolaire, puis je l'assumais, puis oui, c'est mon identité. Mais au début, j'étais comme gêné un peu. Qu'est-ce que les autres Mais même les 10-15 premières, tu te sentais pas encore assez expérimenté ou quoi que ce soit pour pas justifier que tu t'appelais un conférencier, mettons? Oui, mais tu sais, je le disais, mais sauf que tu l'assumais pas? Ouais, c'est ça, tu sais. Ok. Alors, Nice. Puis justement, ta mentor, ça, c'est où que tu l'as trouvé? Comment c'est arrivé, ça, un peu? C'est une amie du golf, une psychologue à la retraite. Ok. Parce que en 2015, ça faisait une couple d'années, ça faisait un an et demi que j'avais arrêté le poker au grand complet. À ce moment-là, toi tu le sais, j'avais aucun emploi, j'avais comme pris une année off. Puis j'avais encore de grosses dépenses. J'ai dilapidé mes économies. Ah ouais. Et donc, grosses dépenses, travaille pas aucun revenu pendant un an et demi. Il n'en restait pas beaucoup. Et durant l'été 2015, je suis rentré travailler dans un club de golf en tant que préposé aux membres. Ok. Ou, comme lorsque j'avais 15 ans, je lavais les bâtons de golf des membres. J'allais porter des poubelles. Vraiment un job alimentaire. C'est ça que tu faisais là, la dernière fois? Ouais. Ok. Ouais, assez dégradant. Puis, je me souviendrai toujours, un matin, je rencontre un de mes anciens amis du secondaire avec un cart rempli de sacs à poubelle. Toi, t'avais le cart rempli de sacs à c'est poubelle? ça. Puis là, il m'avait regardé d'un drôle d'air. Tu sais. Ouh, Oh my God. petit malaise. Mais durant cet été-là, je mettais mon cadran à 3h le matin, puis de 3h jusqu'à 6h du matin, j'écrivais la conférence. Tu sais, au moins, je me disais, oui, il faut que j'aille travailler pour pouvoir payer mes affaires, je suis dans la merde financièrement, mais mes 3 premières heures de la journée, je vais au moins les consacrer au projet qui me parle le plus. Tu sais. Après ça, je vais aller travailler. Mais au moins au début, puis... alors, c'était pas si mal, finalement. Et ça a fini par payer ces heures-là à 3h du matin. Ah, c'est clair. Oh my God, ça prend Alors, pas, je sais pas, du courage ou de la motivation. Ben, de la motivation. Ouais. Mais... Nécessité, parce que je me disais, j'avais aucune alternative. Moi, j'ai pas d'éducation. Je suis pas un bon élève. J'ai été croché du cégep alors qu'il me restait une session à faire en technique administrative. J'ai juste un secondaire 5. Je suis pas employable. Alors, quand t'as rien, quand t'as aucune option, tu vas all-in. Ouais. Tu sais, t'as pas le choix. Non, quand tu te sens, ben, c'est souvent ça qu'ils disent, là, quand tu te sens à côté, au pied du mur, c'est là que tu prends les plus gros risques. De toute façon, t'as pas rien d'autre à perdre. Là. Mais c'est ça. Quand tu peux pas plus perdre, t'es libre. Je pense qu'une citation là, qui est en lien avec ça, elle m'échappe présentement. Là. Ok. Mais ok, once you lost everything, you're free to do anything. Quelque chose du genre. Ça se peut, j'ai jamais entendu, mais ok. C'est ça. Puis c'est vraiment le sentiment qui m'habitait à ce moment-là. Ok. Puis là, aujourd'hui, après avoir fait plusieurs augmentations de prix, parce que
ma notoriété a augmenté, je suis meilleur, j'ai meilleur produit. Éventuellement, à chaque année, tu peux commencer à monter tes prix dans le milieu des conférences. Ben là, tu sais, cette année, je sais que je vais avoir une bonne année financière. Bon, je serai pas millionnaire tout de suite, là, mais tu sais, je vis bien puis j'ai pas besoin de me poser de questions à propos de l'argent bien. Ouais. C'est le fun. Ouais. T'sais. Tu peux bien respirer dans ce temps-là. Ouais. Ça enlève un poids sur ses épaules. C'est souvent ça qu'ils disent. Là. Puis je pense que je fais une parenthèse à propos du prix. Au début, mais j'ai longtemps bloqué sur le prix. J'avais peur de charger trop cher. Puis plus que je parle à des entrepreneurs, je me rends compte que ceux qui se lancent en affaires, soit des travailleurs autonomes, et dès qu'ils commencent à charger quelque chose, parce qu'au début, souvent, ils l'ont fait gratuit pour des amis, mais dès qu'ils commencent à avoir un prix officiel, ils se sentent mal. Puis ils sont souvent tentés d'offrir leurs services, leurs produits à rabais. Et c'est la pire erreur qu'on va faire. On habitue les gens à un très bon service et un prix inférieur. Alors, on est prisonnier de ça, tu sais. C'est dur après ça, comment augmenter ses prix. Ouais. Non, je comprends. Mais je suis un peu dans cette situation-là. J'ai pas encore commencé à charger, mais justement, je me sens mal puis je veux pas charger autant que quelqu'un d'autre qui a plus d'expérience que moi. Mais comme tu dis, si je fais des... Puis souvent, les premières personnes qui vont me donner ma chance, comme tu dis, c'est du monde proche de moi, mon boss actuel ou des amis qui ont des compagnies. Mais les autres, je vais leur faire des prix justement, mais comme tu dis, ça va les habituer à ça. Mais j'ai déjà parlé avec un autre de mes amis, tu sais, fais ça peut-être pour tes 5, max 10 premiers contrats. Puis essaye de demander une référence en échange ou au moins un testimonial, là, au moins une référence. Ben, tu veux soit quelqu'un qui t'amène un nouveau client, une référence à un de tes amis, ou qui peut te référer et te dire il a fait une bonne job. Genre, je sais pas comment on dit un ça, là. Testimonial. Mais non, c'est ça. Ben, en tout cas, c'est sûr que c'est pas l'idéal, comme tu dis. Faut pas... Surtout toi, les écoles, c'est parce qu'en plus, comme les écoles, tu vas faire les mêmes. Fait que si tu as déjà chargé une fois un prix, l'année d'après. Les autres se parlent. Puis, les autres se parlent, c'est dans la même commission scolaire. Non, c'est ça. Des fois, c'est peut-être la même personne qui va prendre la décision pour plus qu'une école. Fait que si tu as fait un prix à un moment donné, c'est ça. Parce qu'il y a des écoles privées qui ont des budgets. Ils sont riches. Là. Riches. Là. Puis eux autres, écrire un chèque de 800$, 3000$ ou 8000 balles, il n'y a aucune différence. C'est juste un chiffre. Alors que des écoles publiques en région, c'est pas pareil, tu sais. Eux autres, mais en même temps, il faut que tu sois équitable, tu dois charger la même chose aux clients prospères que, tu sais, c'est juste être équitable avec ses prix. Mais en même temps, c'est quoi mettons dans les 2 dernières années, est-ce que tu peux penser à des produits ou des services que tu as achetés, soit en ligne ou en vrai, qui étaient un investissement majeur, c'était beaucoup d'argent pour toi à ce moment-là, mais tu croyais tellement au produit, au service, tu aimais la personne, que tu dis, OK, toi, là, je vais sortir ma carte de crédit, puis oui, je sais c'est cher, c'est une bonne partie de mon budget, mais j'ai vraiment envie d'avoir ce produit-là. Tu le fais. Tu sais? Puis alors, quand tu réalises que les gens sont contents, finalement, de payer ce prix-là, parce qu'ils croient en toi, puis tu sais que toi, si tu gagnes plus d'argent, puis que tu peux réinvestir dans ton entreprise, offrir un meilleur service, un meilleur produit, tout le monde gagne. Tu peux encore mieux servir ta communauté. Alors, il faut faire attention avec les prix, je pense, surtout au début. Non, quand même. Oui, et c'est sûr que, surtout dans les services, quand ta notoriété est faible, tu peux pas charger autant qu'une sommité. Mais sauf que prostitue-toi pas pendant trop longtemps. C'est clair. Non, c'est clair. Ouais. Sinon, toi, en général, t'es-tu une personne routinière? Je sais que tantôt tu parlais que tu te levais tout le temps 3 heures avant ton golf, là, ça c'est admirable. Je sais pas comment tu faisais, là. Mais en général, comme là, quand t'as pas de conférence, mettons, dans une journée, parce que c'est sûr que vu que tu voyages beaucoup, c'est un peu plus dur d'avoir une routine vraiment, mais sinon, le temps que t'es pas sur la route. Non, je suis pas routinier, mais pas du tout. J'ai tenté une expérimentation au début de l'été où je me levais à 5 heures, où j'allais courir, où je m'étirais, où après ça, j'écrivais dans mon journal. J'ai fait ça pendant 14 jours. Après ça, j'ai manqué une journée. Puis après ça, j'ai fait une journée sur 2 que je le faisais, mais j'étais vraiment entré dans une spirale vers le haut où j'étais motivé, inspiré, j'étais discipliné. Et là, je me suis rendu compte pendant 2 semaines, je l'appliquais à la lettre, je me sentais vraiment tout puissant. C'était vraiment, je me disais, waouh! Moi qui me pensais toujours un gars indiscipliné, un gars lâche, par moments, je me jugeais vraiment sévèrement. Là, je me disais, oh non, finalement, je suis capable de changer. Alors,
faut faire attention avec ça lorsqu'on se met des étiquettes. Puis je pense que toi, t'en es coupable. Lorsqu'on dit, moi, je suis lâche, là, j'ai fait ça. Mais plus qu'on se dit ça, plus que c'est dur à changer aussi. Alors, non, je suis pas très routinier, mais je sais que les gens les plus efficaces de la Terre, ce sont des gens qui ont des routines strictes et que c'est religieux. À chaque matin, ils vont avoir les 2 premières heures de leur journée vont toujours se passer de la même façon. En tout cas, la plupart des leaders font ça. Donc, au cours des prochaines années, je pense que ça pourrait être bon. Ouais, c'est un objectif. Ouais. Mais c'est parce que c'est dur, justement, si tu fais pas ça tout le temps, dès que tu perds une journée, c'est dur de reprendre le beat souvent. Ça dépend de ton type de personnalité, là, mais moi je suis comme ça, tu sais, si l'entraînement, si je fais pas tout le temps les mêmes journées, mon entraînement, dès que je saute une journée, ça fuck ma semaine. Pis... Mais t'as dit, vivre sur la route, c'est sûr que... Ouais, c'est clair, hein. Premièrement, tu manges souvent très mal, même si tu veux te faire des lunchs, même si tu te remplis une glacière avant de partir en voyage, puis tu as plusieurs bons repas. À un moment donné, la seule chose que tu as dans un rayon de 50 km, c'est un Tim Hortons. Puis tu vas manger 5 repas au Tim Hortons pendant 3 jours, puis à un moment donné, t'es écœuré des Tim, des McDo, des Subway, mais à un moment donné, t'as faim. Il y a juste ça, t'es fatigué, puis là, ben, tu commences à prendre de la bédaine. Non, puis parfois... Moi, j'ai le sommeil très léger. Alors, puis je suis encore nerveux la veille des conférences. J'ai toujours le tract. Puis souvent, je dors pas très bien. C'est bizarre, mais je pense que ça va toujours être comme ça. Même qu'il y a plusieurs artistes qui disent qu'ils n'ont jamais vaincu le tract. Des grands acteurs de théâtre qui vont toujours... vomir. C'est vrai ça, j'allais dire, je pense qu'on a entendu la même affaire, je pense à Joe Rogan, là. Il y en a un que jusqu'à la fin de sa carrière, il va à chaque show avant d'embarquer sur scène, il vomissait, puis c'est un des plus grands, je me souviens pas de son nom, là. Mais c'est un solide, là. Alors qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le gars prend ça à cœur en tabarouette. Non, c'est clair, hein. Alors c'est ça, moi je dors super mal à l'extérieur quand je suis pas dans mon lit. Ben en fait ça, je voulais pas t'interrompre, mais j'écoutais justement un podcast avec Joe Rogan sur un sleep expert. Ok. Puis justement il disait que dans notre cerveau, je sais pas quoi, là, tu peux jamais bien dormir en théorie, là. Pourtant moi j'arrive à bien dormir je pense que j'ai écouté la même émission. Où il y a une partie de ton cerveau toujours en mode alerte. Drette ça. Okay. C'est quoi ce son là? C'est quoi ça? Quand tu dors ailleurs, même si tu dors 7 ou 8 heures, c'est pas les mêmes 7 ou 8 heures que tu vas dormir dans ton lit. Exactement. Pas de sens. Mais c'est sûr que ça va être un peu plus dur. Mais tu dois sûrement quand même bien filer quand tu fais tes affaires. Quand tu finis, en tout cas, tu dois être... Ouais, c'est sûr qu'après... parfois, j'ai des séquences l'année dernière où en 3 semaines, j'avais une conférence ou même 2 conférences par jour. C'était vraiment un rythme là, effréné. Puis, je me souviens vers la fin, là, je commençais vraiment à runner sur les fumes, comme on dit à bon québécois. Je commençais à avoir les paupières qui sautaient, puis oups! Je pense qu'on a testé la machine au maximum. Alors, mais bon, il y a des moments où je travaille extrêmement fort, il y a des moments où je peux récupérer. C'est ce que j'aime. J'ai un horaire où je peux être en congé, où je suis en congé. Je travaille fort durant l'été, mais ma dernière conférence a eu lieu à la 3e semaine de mai et je vais recommencer au mois de septembre. Alors, c'est le fun! C'est un beau lifestyle. T'as l'horaire des professeurs. Puis même encore mieux des professeurs parce qu'ils vont quand même faire de la planification. C'est sûr que moi, je vais travailler énormément aussi, mais il y a une belle liberté là-dedans. Où, quand je me lève le matin, même encore, une de mes joies, c'est de me lever, de prendre mon café, de regarder par la fenêtre et de voir le monde partir travailler. Je dis pas ça parce que je me le pose comme un bon. Au moins, je vis ma vie comme je l'entends. Exactement. Je fais pas quelque chose contre mon gré. Je l'ai fait assez longtemps. Le golf, je me souviens, je me réveillais le matin. Faut encore aller travailler. Puis moi, j'ai grandi avec ma mère monoparentale, qui s'est sacrifiée pour moi, pour me donner des opportunités, payer mes tournois de golf. En tout cas, j'ai manqué de rien jeune. Ma mère, elle faisait souvent de l'overtime, un job qu'elle détestait. Elle travaillait comme commis comptable dans une shop de rubber. Puis le dimanche soir, elle avait toujours les blues. Chaque semaine. Elle pensait au lundi matin, puis là, elle écoutait son émission, son téléroman, mais après chaque pause,
Ah, là, tu sors du rêve, Ça, tu reviens dans la réalité. Ah, ben matin, je rentre Ouais. encore à la job. Uh-huh. Tu sais. Alors, pendant longtemps, je pense que j'ai associé job à quelque chose de forcé, quelque chose d'obligatoirement plate. Mm-hmm. Tu sais, puis avec le poker, ben j'acceptais que on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, c'est payant. Écoute, t'as trouvé une belle raquette, exploite-le à fond. Ouais. Tu sais, merveilleux. Mais là, aujourd'hui, là, je commence à gagner autant d'argent que dans le temps du poker. Mais c'est surtout que, au moins, je passe les journées comme je le veux. Mm-hmm. Où il y a des journées qui sont vraiment drainantes, je vais faire des tâches répétitives, soit que je vais emailer des clients potentiels, je vais travailler sur la conférence, écrire des choses, mais au moins, je fais des choses pour moi, des choses qui me passionnent, puis même si c'est des parties de la job qui sont un petit peu plus plates, Ouais. au moins, je fais pas quelque chose pour quelqu'un d'autre là, que je me fous complètement. T'sais. Ouais, exactement. Alors, T'as aucun intérêt en bout de la... Ouais, c'est ça. Puis souvent, même si tu travailles pour quelqu'un d'autre, ça veut pas dire que t'as aucun intérêt pour le projet, la compagnie. Si ton boss, il est le fun, s'il te donne le goût de pouvoir t'investir dans la compagnie, mais il y a des fois des compagnies où tu travailles puis t'as pas le goût de donner plus que ta job parce que justement, même si tu le fais, tu vas aider quelqu'un à faire plus d'argent que lui, il t'en donnera pas plus, il donnera pas d'augmentation, il reconnaîtra pas ton travail, juste te faire dire, bonne job. Ça, c'est une chose que j'aimais quand même à une de mes anciennes jobs que j'ai lâché. Mais mon boss, souvent, je pense qu'il a dû le comprendre, ça, c'est pas la première compagnie qu'il y avait non plus, là. Mais je le voyais pas souvent, là. Mais quand il passait, il disait, hey, beau travail, Jonathan, hein, c'est beau ça. Genre, tes peintures sont toujours belles, nanana. ça prend 6 secondes. Ouais, dirait ça. Ben, ce commentaire-là, il t'habite jusqu'à la fin de la journée. Ouais. Puis même le lendemain. Check, ça fait 2 ans que je travaille plus là quasiment, puis je m'en rappelle encore. Ouais, Je l'aimais bien, ce boss-là, là, pareil. Mais tu sais, pour parler des jobs, je lisais récemment un auteur qui disait que avec le travail, il y a 3 perspectives de possibles. On peut soit avoir une job, qui est le plus commun. La plupart des gens ont des jobs. Je rentre à la job, j'ai une job, c'est une bonne job. On peut avoir une carrière qui offre des opportunités d'avancement, des promotions, des titres intéressants, un certain statut social, carrière. Mais lorsqu'on arrête de graver les échelons, on est moins satisfait. Et la troisième option, la plus haute, c'est un mot qui a une connotation religieuse, mais que moi je trouve vraiment beau, c'est vocation. On va trouver sa vocation. Ah, c'est religieux, ça, je savais même pas. Mais ça vient de là, tu sais. Et la vocation, c'est que tu fais un travail juste pour le faire. C'est une motivation intrinsèque. Pas parce que tu vas gagner un trophée, un gros chèque, ou juste parce que tu penses que c'est un travail qui vaut la peine d'être fait. Et quand tu fais ça, man, you feel like a million bucks. Ah, c'est clair, hein. Quand tu peux la trouver, ta vocation. Ouais. Et mais premièrement, il faut être ouvert au fait que ça peut exister, ça. Parce qu'il y a bien des gens qui pensent même pas que c'est possible. Tu sais, qu'on a une vision très pessimiste du milieu du travail. Souvent, les entrepreneurs sont des rebelles. Eux autres, ils n'accepteront pas le statu quo. Ou juste gagner son pain. T'sais. Alors, c'est ça, j'admire ton podcast, puis j'admire les invités qui viennent parce que toute personne qui veut créer sa réalité, créer de la richesse, pas juste pour lui, mais pour la communauté, je dis wow! Merveilleux. T'sais. Moi, je suis vraiment reconnaissant justement de tous les invités qui viennent prendre de leur temps. Souvent, leur temps vaut de l'argent. Vaut beaucoup d'argent. Puis je pourrais pas les payer. Mais ils font ça pour pas juste pour moi, là, pour les auditeurs. Là. Puis pour que tout le monde apprenne de leurs expériences. Puis je trouve ça vraiment le fun. J'apprécie beaucoup. Là. C'est vraiment très gentil. Ils sont généreux aussi. Justement, je me suis rendu compte, les entrepreneurs là, sont souvent très généreux. Là, parce qu'ils savent justement qu'est-ce que ça prend. Puis ils veulent qu'il y en ait plus. Le monde a peur souvent de te faire voler des idées ou qu'il y ait plus d'entrepreneurs, qu'il y ait plus de... Mais, tu sais, comme mettons au poker, tu t'en fous qu'il y ait plus de monde, ça va faire plus de poissons dans tes façons de parler, mais eux autres, si l'entrepreneuriat est mieux vu, s'il y en a de plus en plus, t'es moins vu justement comme un rebelle, comme un gars qui fitait pas nulle part, puis qui c'est parti de quoi parce qu'il avait pas le choix, là, quasiment. Parce que personne voulait de lui ou il était pas bien nulle part. Chacun a sa place. Et si notre business est original, si on répond à un besoin qu'on n'essaye pas de copier personne, on va trouver un fanbase. On va se trouver des fans, on va trouver des acheteurs. Comme moi, honnêtement, je ne surveille absolument pas ce que font les autres conférenciers scolaires. Même les autres conférenciers. Je connais un petit peu les noms, mais je les regarde même pas. Je veux même pas
qui m'influencent, je trouve qu'ils ont leur place, tant mieux. Tu sais, mais faut avoir notre saveur unique. Ouais, non, c'est clair. Tu sais, comme toi, ton podcast, si tu essaies de copier soit Joe Rogan ou Mike Ward, je sais pas quoi, ça va sonner faux. Exactement. Puis les gens ont des bonnes antennes pour déceler ça, je pense. Non, ça s'entend quand c'est pas naturel, quand c'est pas vraiment toi. Ça paraît, là. Si tu fais pas de quoi avec passion, justement, comme en plus, justement, je parlais du monde qui ont peur de se faire voler leur idée. Si la personne ne te volera pas ton idée, si elle fait pas de passion, là, ça sera jamais un succès ou ça durera pas longtemps. Ça le fait juste pour l'argent, pour te voler une idée pour l'argent. Puis souvent, le monde, tu sais, en tout cas. Puis c'est une chose plus facile que de dire ah, moi j'ai une bonne idée, mais ouais, j'ai pas assez d'argent ou quelqu'un va me la voler. Fait que bon. Tu sais, c'est comme un entrepreneur qui est juste dans les nuages. Ouais, that's it. Un entrepreneur, c'est Gary Vaynerchuk qui dit ça. Ça a la tête des nuages, puis ça a les 2 pieds dans la boîte. Clairement. Je trouvais ça. Oui, think big, rêve, vois extrêmement grand, mon gars, pèle-clé des nuages, mais exécute. T'sais, creuse, salis-toi, face, les mains, puis ça sera pas toujours beau. Mais faut comme trouver l'équilibre entre les deux. T'sais. Puis c'est un beau défi à chaque jour dans mon cas. Puis, moi, je suis un peu trop rêveur, justement, j'ai juste pas assez. Ça, c'est une affaire, il faut que je mette plus en exécution. Là. Que justement, que je mette plus mes plans en exécution d'ailleurs. Mais bon, je me suis rendu compte que le succès, c'est je dis succès parce que je pense pas que je suis comme le symbole du succès, mais le succès que j'ai réussi à créer, ben, vient de petits gestes, de minuscules gestes. Comme récemment, j'ai fait une tournée au Nouveau-Brunswick de 9 écoles. J'ai trippé en Acadie. Nice. Ça a été aussi une tournée assez payante. Mais à la fin de mon voyage, quand j'ai mangé dans un steakhouse à Saint John, et que là, je regardais par la fenêtre, je voyais le beau lac, la marina, puis j'étais là, waouh, je suis à Saint John, je mange un bon steak, je ne vais même pas regarder combien ça coûtait. Malade. Et j'ai trippé avec les jeunes, j'ai eu du fun, et je recommence, c'est quoi qui est à l'origine de ça? Là, je me dis, c'est le courriel que j'ai envoyé il y a 1 an et demi à telle personne là-bas. L'élément déclencheur. Après ça, il a suivi, mettons, 5-6 autres courriels, des appels. Mais au début, j'ai trouvé un nom avec un courriel dans un PDF. Ça avait l'air d'être la bonne personne. J'ai lancé ma ligne à l'eau. Puis finalement, en bout de ligne, ça a créé quelque chose de très matériel. Là, je suis dans un restaurant à Saint-Jean, ça parle anglais autour de moi. Puis je suis là, wow! Qui aurait cru? J'aurais jamais cru que j'aurais été là, que j'aurais fini une tournée. Donc, il y a 10 ans, on m'avait montré ça au cinéma. J'aurais dit, wow! Je l'aurais pas cru. T'sais. Alors, ça part de quelque chose de vraiment pas sexy, un petit geste de rien, mais ça fait boule de neige, puis à un moment donné, tu crées un momentum. T'sais. Alors, tu sais, quand tu me dis que moi, mon problème, c'est je me trouve lâche un peu, mais quand tu commences à passer à l'action, parce que je sais que tu passes à l'action, c'est pas aussi souvent que tu le fais, que tu le veux, mais quand tu passes à l'action, là, t'as un petit momentum, là, puis là, t'as du fun, là, t'as envie d'en poser encore plus de gestes. Des fois, c'est juste un petit geste par jour. Tu dis un objectif, bon, aujourd'hui, il y a tel client ou il y a tel fournisseur que ça fait une couple de mois qui ce gars-là une cause des problèmes ou j'ai peur de faire l'appel parce qu'on va avoir une discussion difficile, mais là, faut le faire. Ouais. Puis là, il y a un déblocage. Tu sais, puis, le pire, c'est que c'est vrai, ça c'est un autre affaire. T'évites le problème pendant un bout, là, tu dis quand sera le temps, quand ça va être à la dernière minute, on le réglera. Ouais. Mais justement, après ça, quand c'est fait, souvent ça amène. Tu vois que c'est même pas si pire que ça le problème dans le fond. Là. Donc, tu le laisses grandir quand quand tu fermes la porte ou tu fermes les yeux. Exactement. Un monstre. Exactement. Ouais. Je te file. C'est mon gars. Puis tu penses que ça serait quoi ta plus grande faiblesse d'entrepreneur? Ma plus grande faiblesse comme entrepreneur, je pense que je manque de structure. Moi, je travaille par séquence. Où je suis soit en feu, où je me brûle, puis après ça, j'ai besoin de récupérer. Je suis très inégal dans mes performances. Donc, je pense qu'il faudrait que je ménage mieux mon énergie et que je sois plus discipliné, que je respecte vraiment là, un agenda, un horaire, et que je l'applique à fond. Parce que c'est ça. Des fois, quand j'accumule un petit peu trop de retard, je deviens stressé. Là. Oui, je suis productif.
je livre la marchandise, mais c'est épuisant, tabarouette. Ouais. Alors, faudrait mieux doser, je pense. Ouais, c'est vraiment la chose qui me retient. T'es tout ou rien. T'es-tu tout le temps, tu penses que t'es souvent de même un peu dans la vie aussi? Tout ou rien, genre? Ouais, ben, je me rappelle au secondaire, je faisais mes travaux de session, pas mes travaux de session, mais mes travaux de fin d'année. Ouais. Quand? À 9h. À 9h la veille. Ben ouais. Je partais là-dessus. Oh my god. C'est comme ça que j'ai commencé à boire du café en secondaire 5. Ah ouais? Ah ouais. Ok. Travail de dernière minute où... ça, c'est le démon avec lequel je dois me battre, la procrastination. Mm-hmm. Ouais. Oh my god, tu connais ça. C'est moi à 100 000 à l'heure. Il y a un coup que tu fais cette chose-là qui te rebutait depuis des semaines et tu te dis, finalement, ça a juste pris une demi-heure. Mm-hmm. Puis là, tu te sens léger de genre 30 livres. T'es là, pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? J'étais un cave. Ouais. Mais il y a une affaire que je sais pas si j'avais vu ça à un moment donné, là, mais tu sais, c'est sûr que là, tu parles d'une demi-heure, là. Mais toutes les petites affaires qui prennent genre moins d'1 minute, là, il y a des affaires, des fois, tu passes à côté de quoi, puis tu sais, genre ça traîne, là. Tu te dis, je vais le ramasser plus tard, là. Mais si tu le fais là, ça te prend 10 secondes, ça va être fait, là. Moi, c'est parce que je suis le gars, je suis bordélique à fond dans la vie, là. Fait que ça, c'est une affaire que j'ai commencé à faire, justement, tu sais, mettons, justement, je sais pas, j'ai besoin d'aller dans la cuisine ou à la salle de bain, mais tant que je pars de ma salle d'ordi, ben, je vais ramasser les verres ou les canettes vides, à la place de... Ben oui. À la place de laisser traîner puis d'essayer de tout faire d'une shot. Est-ce que tu connais Jordan Peterson? Ouais, j'ai écouté une coupe. Je sais pas, j'en ai écouté des complets, là, mais j'ai écouté une coupe des épisodes avec Joe Rogan, ouais. Ok, ouais. Lui, il dit qu'il n'y a aucune différence entre ta psyché et ton environnement externe. Il dit, si ton char est à l'envers, t'es à l'envers. C'est clair. Ton bureau est à l'envers, t'es à l'envers dans ta tête quelque part. Uh-huh. Puis c'est vrai. Elle arrive dans une cuisine où c'est bordélique, c'est sale, il y a plein d'assiettes partout. Est-ce que tu vas te faire un repas santé? Est-ce que tu vas te faire une belle bouffe savoureuse dans cet environnement-là? En tout cas, moi, Non. En tout cas, moi, je suis plus productif quand mon bureau d'ordinateur il est propre. Mm-hmm. Puis là, je parle pas juste de mon bureau physique, mais aussi de mon ordinateur, mon desktop. Ouais. Où, ok, il n'y a pas de plein de petits comptes partout. Mm-hmm. Que, tu sais, tous mes courriels, je les ai classés. Tu sais. Alors là, il y a une certaine paix qui s'installe. Tu sais. Puis là, je peux être. Tu sais, on s'en rend pas compte toujours, là, mais en background, là, ça l'utilise. Je sais pas, j'ai liberté en tête, mais c'est pas ça, là, mais c'est ça, tu sais, t'as quelque chose qui prend tout le temps, qui te bouffe du jus, là, tout le temps, comme tu dis, là, t'as de quoi, tu te sens pas libre parce que tu sais que t'as tout le temps de quoi à faire, que tu devrais faire, que t'aurais dû faire. Puis un entrepreneur, ça a tellement besoin d'être all-in, ça a tellement besoin d'être intense juste pour, non pas avoir du succès, mais juste pour survivre en affaires. Tu sais, juste avoir une business qui non seulement, mettons, qui te permet de vivre, qui fait un profit, hey, ça se fait pas tout seul. Ça demande d'énormes efforts. Alors, je pense qu'il faut maximiser ces petites choses-là, qui paraissent peut-être innocentes, là, mais qui, en bout de ligne, sont très importantes. Mais comme tu dis, c'est les petites choses qui font... qui amènent à des plus grosses choses, comme tantôt, tu parlais de ton projet au Nouveau-Brunswick, là. Mais c'est souvent... Tu feras jamais un gros projet, anyway, d'une shot en une journée, là. C'est à force de petites étapes, puis les connexions vont se faire. Il y a des jours que pendant des semaines, il n'y a rien qui va se passer, puis tout d'un coup, tu vas avoir un appel de quelqu'un, puis ça va t'ouvrir des portes, puis... Je suis totalement d'accord avec toi. Mais si on va sur Instagram ou les films qu'on va voir, ou ben, même les téléréalités, qu'est-ce qu'on voit? C'est le succès instantané. C'est le succès en dedans d'1 minute. On voit toujours le pinacle, le summum. Et wow, la célébration, la victoire. Mais ce que tu vois pas, c'est le travail dans l'ombre. Il y a un gars que j'admire au Québec beaucoup, c'est Martin Matt. OK. Pas parce qu'il est drôle, pour son éthique de travail. J'ai regardé à un moment donné un reportage à Télé-Québec où il parlait comment il travaillait fort. Et il disait, moi là, je suis pas si drôle que ça. Si les gens me trouvent drôle, là, c'est parce que je travaille plus fort que tous les humoristes réunis ensemble. Il disait que des fois, il pouvait travailler un bout de phrase de comme 15 secondes, il pouvait le répéter 5 heures de temps dans sa cuisine ou dans son salon. Jusqu'à temps qu'il trouve l'intonation parfaite, drette comme ça. Et que là, il allait le tester dans un petit bar miteux pour se rendre compte finalement que, c'était pas tout à fait comme ça, mais plus comme ça. Perfectionniste. Oh my God. T'sais. Alors, quand on voit le gars-là, soit à la télévision ou qu'on le voit en vrai et qu'on est tordu de rire,
moi, ce que je vois, c'est le travail dans l'ombre. Je me dis, oh my God! Le gars, il a bûché comme ça se peut pas. J'avoue avant que tu me dises ça, je le savais pas. Là, moi, je pensais qu'il était drôle, semi-naturel. Oui, il faut que tu travailles un peu. Là, mais... Puis il disait même ses discours d'acceptation, de trophée dans les galas. Mettons, il y a juste 2 minutes, il va prendre la fin de semaine. Oh my God! C'est pour que ça a l'air naturel, pour qu'il veut dire exactement ce qu'il veut dire, pour que ça sonne bien, puis que ce soit authentique. Et c'est ce que j'ai compris avec moi, les conférences. Moi, je me disais que si je pratique, je vais sonner robotique. Faut plus que je pratique, plus que je viens en confiance, plus que je me sens libre d'improviser, plus que je relaxe, plus que là, il y a quelqu'un qui fait un commentaire, je suis capable d'interagir avec lui et de revenir à mon matériel. Et alors plus, la préparation nous donne de la liberté. J'avoue que moi, je pensais souvent que mon podcast, mes intros, mes trucs de même, j'ai souvent peur de sonner robotique, ce qui est quand même le cas, on va se le dire. Parce que je lis la plupart du temps, je connais mon texte par cœur, ben pareil, là, mais j'ai tendance à le lire pareil. Là. Mais moi, avec, j'avais peur que ça me mette plus robotique, mais comme tu dis, une fois que tu le connais, tu peux te permettre d'improviser plus, justement, tu te sens plus à l'aise. Fait que en bout de ligne, ça va sonner moins. Ça va sonner plus naturel puis plus fun, meilleur. Tu penses que c'est quoi ta plus grande force d'entrepreneur? Ma plus grande force, je dirais que c'est je pense que c'est la vision. Ma capacité à me projeter dans l'avenir. Comme ma vision initiale d'être conférencier, ça partit d'un flash, une intuition, là, quelque chose un petit peu ésotérique, comme j'ai dit tantôt. Mais sauf que j'ai eu confiance dans cette vision-là. Je me fie beaucoup à mon intuition. Puis, moi, je pense vraiment que lorsqu'on peut créer une image dans notre tête qui nous plaît, à laquelle on croit, ben, on peut la créer en vrai. T'sais. Mais premièrement, il faut qu'elle apparaisse dans notre esprit. Oui, c'est un cliché, mettons, du secret, mais il n'y a rien qui a été créé par l'homme qui n'a pas d'abord été imaginé. Puis les entrepreneurs, souvent, c'est des gens qui vont voir grand. Ils vont voir des choses que les autres ne verront pas. Ils vont briser les règles. Il y a un gars aux États-Unis qui s'appelle Grant Cardone, un spécialiste du marketing. Puis lui, c'est son 10x rule, la loi du 10x. Il disait, OK, si tu penses que tu penses big, pense 10 fois plus big. Si tu penses que tu as besoin de mettre tel effort, mets 10 fois plus d'efforts. Tu dis, puis là, tu débloques des choses. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat? D'abord, je conseillerais à cette personne-là de s'assurer que son projet est authentique, qu'il vient de la meilleure version d'elle-même, que c'est quelque chose d'ancré, de vrai, que c'est pas juste une opportunité pour faire de l'argent. Parce que il y a plein d'opportunités qui vont se présenter dans nos vies pour faire une pièce. Mais si ça vient pas rejoindre nos valeurs les plus profondes, c'est pas quelque chose qui nous passionne, on va perdre notre temps et notre énergie. Okay? En bout de ligne, on ne sera pas récompensé par ça. T'sais, même si on va récolter un certain succès, comme moi je repense au poker, où c'était une espèce de petite PME, ça, le poker. Mais j'ai réussi. Mais je me suis pété de la gueule en bout de ligne. T'sais. Alors, au début, ça peut être tentant de se lancer en affaires parce qu'on veut réussir, on veut avoir un succès matériel. Et oui, c'est possible. Mais si on n'est pas passionné, ça ne vient pas nous habiter, ben éventuellement, il y a quelque chose qui va briser. Souvent, le monde aussi cherche la reconnaissance. T'sais, à cette heure, vu qu'avant, tantôt, on disait, je pense que c'est Gary Vee qui disait ça, avant, dans le temps, là, un entrepreneur, c'était un loser avec une idée. C'était ça. Mais aujourd'hui, là, le monde qui va entrepreneur, là, le monde sont fiers de dire ça. Je suis entrepreneur, j'ai ma business. Là, le monde, c'est CEO. Ouais, il dirait ça. I'm a CEO. Il y a une grande distinction entre être travailleur autonome et de gérer du personnel, avoir une entreprise, une petite PME. Même si c'est 3 ou 4 employés. Wow! Ça doit être énorme, ça doit demander énormément d'intelligence émotionnelle. Oui, ça en prend avec les clients, dans mon cas parfois, parce que, bon, des fois, j'ai déjà eu des clients qui n'étaient pas satisfaits de la conférence, même qui ont fait des critiques
j'aime les critiques constructives, mais des fois, j'ai reçu des critiques qui n'étaient pas constructives du tout. Des gens qui me voyaient plus comme une menace que comme un collaborateur. En tout cas, Oh my god. oui, non, mais tu sais, sur le lot d'école, j'en ai fait maintenant près de 80. Ben, Okay, c'est shit. sûr que là-dedans, j'ai quelques mauvaises expériences Ben ouais. sur le lot. C'est naturel. Tu sais, alors, Mais t'en as pas une là-dedans, justement, tu sais, tantôt quand je te parle de ta pire épreuve, t'en as pas une là-dedans qui t'a vraiment fessé, qui t'a vraiment fait mal, là, puis je sais pas que ça a mal été. ouais, la deuxième plus grande épreuve, mettons qu'on peut Ouais. dire ça, c'est un matin quand je me lève où j'ai un client, une madame qui m'écrit un long courriel où elle défait complètement la conférence, ce à quoi j'ai consacré mes meilleures énergies au cours de la dernière année. Elle dit en gros, ben je comprends qu'elle le dit pas comme ça, mais c'est de la merde. Tu sais, Oh shit. retourne chez vous, là, t'as pas d'affaire à faire ça. Tu sais. Oh my god. Mais bon, avant ça, j'avais eu peut-être 30, 40 de ses collègues qui, sans se parler, mais ils me disaient tout le temps, soit par courriel, par vive voix, à quel point ils avaient apprécié, comme quoi j'avais un message qui était important. Mais sur le dos, des fois, même si on fait la meilleure job du monde, on peut pas plaire à tout le monde. Mhm. Puis je pense que c'est un des gros pièges dans lequel les entrepreneurs, les travailleurs autonomes peuvent tomber, c'est de vouloir plaire à tout le monde et de s'assurer que chaque client est satisfait. Parfois, non, le client n'a pas toujours raison. Parfois, le client, c'est juste un sans-dessin. Sinon, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Tu sais, c'est pas quelqu'un avec qui tu veux travailler, avec qui tu vas avoir avec qui tu veux faire de la business dans le futur. Moi, je dis souvent que j'aime faire affaire avec mes fans, avec les écoles qui m'adorent, qui veulent que je revienne les voir l'année prochaine parce que c'est facile. J'ai du fun, ça va bien au téléphone, les négociations vont bien, le chèque arrive rapidement, les soumissions sont acceptées. Quand j'arrive à l'école, ils m'accueillent avec le sourire. C'est des belles expériences, j'ai du fun. Alors que des fois, les clients difficiles, ben tu dis oui, j'ai reçu mon chèque, mais ça a été difficile, j'ai pas eu de fun, l'accueil était tiède. Non, ça me tente pas de retourner à cette école-là. T'sais. Alors, faut cesser de mettre chaque client là, sur un piédestal puis dire qu'il faut tous les conquérir puis que on va s'excuser, on va s'ajuster. Non, des fois, c'est de leur faute. Ils sont, ou non, peut-être qu'ils sont juste sur une différente... Level, là, je ouais, c'est ça, sur une autre onde, puis Ouais. vous connectez juste pas. Puis il y avait des attentes d'un côté qui étaient démesurées. Tu sais, alors il y a des conflits qui vont arriver, c'est normal. Non, c'est clair. T'as toujours des clients un peu plus spéciaux. Et si on plaît à tout le monde, si on veut plaire à tout le monde, Ouais. si on veut que notre service plaise à tout le monde, ben qu'est-ce qui arrive? On va probablement proposer un produit ou un service édulcoré. On va dire, ça c'est trop intense, je peux pas aller faire ça. Alors on va faire quelque chose là, tu sais, de Walmart, de grand public. Ouais. Et en bout de ligne, qui aime ça? Pas Les gens vont être ouais. indifférents. Non, c'est pas pire. Drette ça. Tu sais. Je pense que c'est Mike Ward qui disait ça récemment, qu'il attribuait son succès justement à son style incisif, mais il y a des gens qui le détestent. Tu sais, c'est un des humoristes les plus détestés au Québec, mais aussi un qui a le plus d'admirateurs, puis les fans. Ses les fans, plus c'est des loyaux. gros fans loyaux Oui, dans notre ouais, c'est ça. Des gens qui vont aller le voir peut-être même 5-6 fois en show durant une année. Tu sais, là, quasiment des disciples. Tu sais. Ouais. Ah, c'est vrai, pareil. Tu sais. C'est ça. C'est soit qu'ils vont le détester ou soit qu'ils vont l'adorer. Là. Mhm. Il y a rarement un juste milieu. Là, tu sais. Du monde qui sont ouais, il est correct, tu sais, whatever. Non, c'est vraiment justement, c'est sûr que tu l'adores. Ou... Non, mais tu sais, tu peux pas. Ou sinon, tu t'auras jamais genre une couleur, là, tu sais, comme tu disais. Là, tu vas, si tu veux plaire à tout le monde, tu vas pitcher dans tellement de directions que tu seras jamais toi-même. Puis t'es aussi bien d'être toi-même, puis le monde reconnaît ça d'habitude. C'est ça que le monde aime, c'est quand ils voient ton vrai Peut-être une level. proposition qui sort de l'ordinaire. Mhm. Tu sais, dans la conférence, je parle d'entrepreneuriat sur un segment où je parle d'une fille de Boston qui est photographe de chiens. Une photographe canine. Ouais, parce que depuis qu'elle est petite, elle a deux grandes passions, les chiens et la photo. Donc elle s'est dit que je vais prendre des chiens en photo. Sa tante lui a dit que c'était la pire idée. C'est Que cool, pour survivre en tant que photographe, qu'elle devrait faire qu'elle devrait s'occuper des photos de mariage, de baptême. Mhm. Et si elle avait fait ça, peut-être qu'elle aurait pu vivre, mais elle aurait été une parmi tant d'autres. Exactement.
T'sais, alors qu'en tant que photographe canine, elle a longtemps été la seule dans toute la région de Boston. Ok, c'est bon. Combien de foyers avec des chiens Hey boy. dans le gros Boston. Mm-hmm. Elle était la première, la pionnière, puis elle a créé une demande. Mm-hmm. Puis là, aujourd'hui, ces clichés font souvent la page couverture de revues spécialisées comme le National Geographic. Ces photos vont même faire... ils vont même arriver sur les poches là, de grosses compagnies dans l'alimentation canine. Mm-hmm. Alors, wow! Succès incroyable! Mais c'est parce que c'est une proposition vraiment originale. Ouais, that's it. C'est risqué d'être un pionnier ou une pionnière. Mm-hmm. Faut que tu fasses connaître, quand tu crées une demande en même temps, wow! Les upsides là, sont quasiment illimités. Non, c'est clair. Faut pas que tu sois trop tôt non plus trop early. J'écoutais tantôt justement avec t'arrives un podcast là, de GLD. Puis le gars qui disait lui avait une proposition, c'était des funérailles, des trucs de funérailles en ligne. Tu pouvais aller voir tous les différents centres funéraires disponibles. Puis tu pouvais déjà avoir des prix, pas des évaluations, là, je sais pas comment tu dis ça. T'as déjà un barème, une soumission exactement. Une soumission, t'as déjà les soumissions, t'as déjà une idée de prix, combien ça va coûter et tout. Puis tu vois qu'est-ce que ça comprend. Mais il a fait ça dès le début. T'sais, un peu dans les semi-débuts d'Internet, puis le monde qui aimait ça, c'était le monde de mon âge, les jeunes, ceux qui écoutent, tu sais, genre ton grand-père, il va pas là-dessus, là, pis c'est souvent ces personnes-là qui vont. Mais les gens qui payaient. C'est ça, le monde qui paye, puis le monde qui s'occupe de gérer les funérailles, d'habitude, c'est pas les jeunes, là. Fait que c'est pour ça qu'il était trop early dans son idée. T'sais. Puis il y en a qui ont été très tôt et qui ont aussi eu un succès remarquable. T'sais, on pense à Gary Vee, qui a vendu du vin en ligne en 1997. 98. Quelque chose de même, ouais. Il disait dans ses courriels ses courriels de sollicitation étaient ouverts environ à 97-98% du temps. C'est clair. Tu ça, le courriel, on me propose du vin par internet, j'achète. C'est fou, là. Aujourd'hui, si t'as le contraire, là, si t'as 5% d'ouverture de tes emails, t'es bon, là. Quasiment. Je me rappelle pas des chiffres, là, mais ou 10%. Là. Mais c'est ridicule à cette heure, là. C'est sûr que tu peux, t'as du monde, selon ce que t'as, selon la personne, ça peut ouvrir plus souvent. T'es-tu une personne qui lit beaucoup, toi, dans la vie? Puis si oui, lis-tu des fois des livres sur l'entrepreneuriat? Je lis, je suis un lecteur occasionnel. Ok. Parfois, je vais lire pendant 2 heures, pendant plusieurs jours consécutifs, puis je vais arrêter de lire pendant 2 semaines, probablement. Dépendamment si je suis sur la route ou dépendamment du nombre d'engagements que j'ai. Donc, c'est plus un lecteur sporadique là, qui est plus la qualification juste. Mais non, je lis pas des livres sur l'entrepreneuriat. Moi, j'aime plus lire des livres philosophiques. Surtout, c'est philosophie, comment bien vivre. Tu sais, des questions des fois, je vais aller gratter chez le sage Aristote ou Sénèque là, dans le temps des Romains. Des gars qui ont vécu des milliers d'années. Et ils font une critique de la société de leur temps. Et en train de lire ça, tu te dis « Wow! » Ils pourraient parler de 2018, là, et ça s'appliquerait. Oh my god, ok. De la manière qu'ils parlent, par exemple, des jeux romains. Là. La manière qu'ils en parlent, c'est comme nous qui parlaient du Journal de Montréal ou de la télé-réalité ou quelque chose du genre. T'sais. Alors, moi, j'aime ça m'inspirer des gens, justement, des sages d'autrefois, qui finalement... étaient avant leur temps. Ok, c'est fou. Puis, ouais, ça m'inspire. Souvent, le matin, quand je vais lire, ça va être le matin, je vais me prendre un café, je vais bien déjeuner, et là, je vais aller passer, là, après avoir regardé les voitures quitter, pour aller travailler, mais là, je vais m'installer dans mon fauteuil, puis je vais aller pendant 1 heure, et ça me ressource beaucoup. Donc, pas sur l'entrepreneuriat, des livres surtout philosophiques. T'as-tu déjà lu L'Alchimiste, en passant? J'en ai entendu parler, c'est un des livres recommandés de GLD, là. Par ses invités, là. Mais je l'ai pas encore... Moi, je pense que pour chaque entrepreneur, c'est une lecture obligatoire. Ah ouais? Tu penses que ce serait le livre que toi, un des livres, en tout cas, lui? Ouais. Ça parle de quoi, vite, mettons? C'est un gars qui part à la recherche de son trésor, qui part à l'aventure, et surtout qui se transforme. Au début, il part comme un petit gars, à la fin, il devient un homme. Oh shit, ok. C'est vraiment intense, c'est inspirant. Surtout pour, je dirais, même, je veux pas être sexiste en disant ça, mais surtout pour les gars. L'homme, c'est un go-getter, puis on carbure à ça.
Ça fait partie de notre nature. Puis moi, c'est un de mes livres préférés, ça. Ok. Ouais. Nice. C'est un conte philosophique qui se lit très bien. Ok, c'est un conte, ça, y a rien de réel. Non, c'est ça. C'est une petite histoire écrite par Paulo Coelho. Et c'est vraiment sublime. Mais ça l'amène quand même de quoi à la vie en général. Là, oui. Ok. Oui. Ah, nice. Ouais. Ah, je vais checker ça. Mais justement, c'était pas juste, il était pas juste recommandé genre une fois, là. C'était un des livres les plus recommandés par des entrepreneurs. Fait que je suis quand même surpris. Ben, je suis quand même surpris, mais tu sais, je savais pas que justement c'était pas pantoute un livre d'entrepreneuriat. Non, c'est ça. C'est une histoire d'un berger qui s'en va chercher justement son trésor vers les pyramides d'Égypte. Puis suit durant son périple. Oh man. C'est écrit de façon poétique un peu. Puis, elle dit vraiment d'écouter son cœur. D'écouter son cœur. Phrase cliché. Mais en bout de ligne, c'est ça. Faut y aller avec ses tripes. Parce que notre tête va souvent nous dire toutes les choses, va essayer de nous faire peur, on va imaginer tous les scénarios qui pourraient mal tourner, qu'est-ce que les autres vont penser de nous, mais en bout de ligne, si on l'a dans les tripes, si on l'a dans le cœur, si on se dit hey, c'est ça qu'il faut que je fasse, je m'en fous si je me plante, si je le fais pas, je vais le regretter jusqu'à la fin de mes jours. Tu sautes dans le vide, tu le fais. Parce que tu vas toujours le regretter. C'est ça que je dis souvent aux jeunes. Si en ce moment, tu viens d'une famille d'avocats, mais toi, tu as envie d'être un artiste, puis que tout ton milieu est contre l'idée, mais que toi, tu sais que si tu le fais pas, tu vas manquer d'oxygène, puis tu vas toujours avoir du ressentiment contre ta famille si tu les écoutes, puis que tu es le 8e avocat de la famille. Tu sais. Mais c'est sorte de fixer, ça. Ouais. Tu seras jamais heureux. La seule affaire qui est importante dans la vie, selon moi, c'est d'être heureux. C'est de faire ce qui te rend heureux. Si tu fais de quoi pour les autres, ça te rendra jamais heureux. Ouais. Puis c'est là que je vais plugger un philosophe. C'est que Aristote disait que la vie heureuse, c'est la vie vertueuse. T'sais, il disait que la chose qui est la plus difficile à faire, c'est la chose en bout de ligne qui va te payer le plus, qui va être la plus facile. La chose la plus facile va devenir la chose la plus difficile ou devenir ton plus gros poids. T'sais, alors quand si tu manges la scrap, tu fais juste rester assis devant la télé puis que tu fais rien, tu t'ankyloses, tu perds de la flexibilité, tu perds plein d'opportunités et tu passes à côté de la vie. T'sais. Non, c'est clair. Alors, mais est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est le fun pendant... Ouais, c'est ouais. Ça passe aucune énergie. Et mais en bout de ligne, c'est pas ça qui te rend un peu. Même s'il y a un plaisir dans l'immédiat. Ouais, dirais ça. On est trop souvent... c'est une expression en anglais, là, delayed gratification. Nous, on veut tout le temps, tout de suite, la gratification, le fun. Ouais. Mais on veut pas attendre plus tard. Qu'est-ce qui feel good là? Non, dirais ça. On n'est pas prêt à mettre les heures pour dans le futur. Être heureux. On veut tout de suite là, dès que t'as un chèque de paye, ben tu sais, on généralise là. Mais c'est dès que t'as un chèque de paye, tu le dépenses parce que tu veux pas attendre de t'acheter le plus gros, d'investir ou quoi que ce soit, parce que tu veux pas attendre que ça paye dans 20 ans là, pour ta retraite. Non, c'est tout de suite. T'sais. C'est ça qui est cool avec l'entrepreneuriat, c'est que tu mets des heures sans avoir aucune garantie. T'investis où tu passes beaucoup de temps. Mais dans le futur, tu sais pas exactement ce qui va se produire. Oui, tu peux avoir un plan d'affaires, tu peux faire de belles projections, mais tu sais jamais exactement ce qui va se produire. Tu sais. Et c'est ça le thrill en même temps, je trouve. Ouais. Contrairement à un job, la plupart du temps, tu sais, tu fais ton 40 heures, 8 à 5, 9 à 5, whatever, t'as ton chèque de paye, t'as le même montant chaque semaine, sauf si tu fais de l'over ou quoi. Là, c'est différent, là. C'est mais justement, un entrepreneur qui bûche pendant plusieurs années, qui passe près de faire faillite une couple de fois, finalement, il restructure l'entreprise, là, après 3-4 ans, non seulement est-ce qu'il sort la tête hors de l'eau, mais finalement, il commence à enchaîner de très bonnes années, et là, la réussite commence, elle goûte encore meilleure, c'est là, ouf, hey, j'ai manqué mourir, puis là, mon gars, c'est fantastique, ça. C'est clair. Ça doit être un méchant feeling, mais c'est sûr que tu veux pas passer proche de, nécessairement, de que ta compagnie fasse faillite, là. Tu sais, comme je parlais justement avant que je connaisse c'était quoi l'entrepreneuriat, je parlais avec un de mes chums, son beau-père, le père de sa blonde. Lui, justement, il a une grosse compagnie, il en vaut des millions. Là. Puis il me disait, ouais, tu sais, c'est bien beau là aujourd'hui, là, mais il a réhypothéqué genre 3 fois sa maison depuis la compagnie est ouverte. Oh, ouais. Mais là, ça a l'air le fun aujourd'hui, il y a de l'argent, mais tu sais, c'est pas le fun quand tu réhypothèques ta maison, puis tu sais pas ce qui va arriver. Là. Ça a besoin de fonctionner.
Ça, c'est tout Il des y a bien côtés des qu'on voit gens pas. qui comptent sur toi. Bon, ouais, that's ça. C'est souvent ça aussi, c'est une affaire. Je veux pas si j'ai une compagnie, je voudrais pas manquer d'argent pour que le monde souffre à cause de moi. Ben, c'est ça, moi, pour ça, c'est une des grandes raisons pourquoi je me suis autant lancé dans le vide, sans avoir aucune garantie. C'est parce que j'ai pas de blonde, c'est pas d'hypothèque, j'avais rien. Je pouvais faire souffrir personne, sauf moi. Alors, quand j'étais dans une situation, oui, j'ai pris un grand risque, mais en même temps, j'étais le seul qui allait en vivre les répercussions. Non, that's ça. Fait que c'est pas mal plus facile dans ce temps-là. Les travailleurs autonomes, travailleurs entrepreneurs qui se lancent alors que, mettons, c'est comme ils ont déjà une carrière pendant 10-12 ans, et à un moment donné, ils font une grosse cassure, ils se lancent, ils sont habitués à un certain train de vie, ils ont une famille, des enfants, et là, un certain train de vie, ouf, pas facile. Ouais, ça prend encore plus de courage que moi, c'est clair. Ouais, non. Ça, c'est un peu différent, mais ouais. Ah, c'est sûr que c'est pas facile. Quand t'es enfant, justement, et tout, comment c'est difficile. T'as la routine, puis après ça, les fins de semaine, dès que tu portes ta compagnie. J'en ai un de mes amis, c'est comme ça. Ouais. Il est mécanicien, puis il a ses heures normales dans la semaine, du lundi au vendredi. Puis là, c'est parti d'une autre compagnie que c'est de soir, parce qu'il peut pas faire ça quand les compagnies sont ouvertes. Tu peux pas faire ça quand il pleut. Fait que, à un moment donné, il voit plus ses enfants quand il les voyait. C'est pas pareil, là, sauf que il veut lâcher la mécanique, là, il est plus heureux là-dedans. Okay. Fait qu'il veut partir de sa compagnie. Fait qu'il faut qu'il fasse les sacrifices pour. Ouais. C'est justement, faut que tu sois chanceux. Là, il est chanceux, il y a une blonde qui peut s'occuper des enfants, mais s'ils avaient une semaine sur 2 ou quoi que ce soit, une semaine ou 2 semaines sur 2 sur 4, mais il pourrait pas travailler. Fait que c'est un peu chiant pour la business. Ça prend d'énormes sacrifices. Il y a un coup que cette personne-là réussit, quand il y a des gens, des amis soient un petit peu jaloux, ils vont lui dire hey, toi t'es chanceux ou non. Gary Vee dit souvent ça. Chaque fois qu'il y a des amis qui lui ont dit hey t'es chanceux Gary, ça a bien fonctionné toi. Yo, je suis pas chanceux. Je vais te dire pourquoi je suis pas chanceux dans ta tête. Il dit que il a jamais pris de break pendant plusieurs années. Il dit jusqu'à je pense 21 ans ou une affaire ridicule de même, je me souviens plus de l'année là. Il a jamais, genre, tu sais, comme nous on chiale là. C'est pour ça qu'à cette heure, quand j'ai écouté son livre, je fais ok, c'est beau, ma femme ma gueule, je travaille le samedi. Là. Mais il dit j'ai jamais eu aucun samedi. Je pense que c'est samedi qu'il disait justement. Là. Je pense qu'il y a quand même eu une journée de congé par semaine. Mais il dit genre jusqu'à 21 ans ou 25 ans, je sais plus quoi, j'ai jamais eu aucun samedi. Je travaillais 6 jours semaine tout le temps, en plus d'aller à l'école, en plus de faire ça. Genre ok. Mais tu sais, sa vie, c'est pas obligé d'être celle des autres non plus. Là, c'est ça. C'est pas obligé de tout le monde. Il y a un certain tempérament qui le pousse à être tout le temps en action. Il a besoin d'être stimulé tout le temps. Moi, je suis pas de même. Non plus. Mais on peut aller chercher quand même des perles de sagesse ici et là. Oh, ouais. Présentement, toi, ce que tu fais la tournée un peu des écoles du Québec, t'as commencé un peu au Nouveau-Brunswick, tu disais, t'es allé où d'autre en dehors, Alberta? J'ai été en Alberta, puis en Ontario. Ok. Puis, t'as-tu d'autres projets de visiter plus de provinces, de pays, essayer d'aller en France, quelque chose? Oui, en revenant de mon road trip au Nouveau-Brunswick, où ça a bien fonctionné, hein, chez les Acadiens, qui parlent un français assez particulier, merci. Durant la période de questions et réponses, je vais dire ça rapidement, je faisais répéter souvent les élèves 2 fois. Oh my god. Je comprenais pas. Les autres, ils me comprenaient parfaitement parce qu'ils sont habitués d'entendre soit Radio-Canada de Montréal. Ouais. Mais moi, là, c'était comme des extraterrestres. Je comprenais rien. J'avais quasiment besoin d'un traducteur. Mais en revenant de mon voyage du Nouveau-Brunswick, je me suis dit, hey, ça a fonctionné là-bas. J'ai des gens qui parlent un français vraiment particulier. Alors là, je me suis dit, OK, think big. C'est où que ça parle le plus français? Ouais. Alright. Allons-y peut-être en France ou en Belgique ou en Suisse, c'est ça, tu sais. Pourquoi pas? Tu sais, le bassin d'école vient de quintupler d'une shot. Facile. Alors, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de oui pour que ça vale la peine. Et oui, ça va devoir demander beaucoup d'ajustements. Je peux pas faire une conférence intégrale que je vais faire à Montréal, que je vais faire à Paris, je sais pas quoi. Ça va demander beaucoup d'ajustements, mais j'ai des amis français qui pourraient m'aider dans ce projet-là. Quel mot qu'ils comprennent pas, qu'ils comprennent. Oui, c'est ça, le style d'humour ou même côté leur vision par rapport au travail. Les autres sont plus élitistes encore plus de pression. C'est quoi ça veut dire, élitistes?
déjà le statut social. Ok, ouais, c'est vrai, ouais. La position là, que tu occupes, c'est encore plus important qu'au Québec. C'est vrai. Alors, il y a plein de choses à penser, mais c'est vraiment un projet qui me parle. Je me dis, ça, ce serait hot. Comme la première fois, je me suis dit, ça, ce serait hot. Des fois, juste s'arrêter à ça, ça, ce serait malade. That's it. Puis, ouais, je pense que c'est ça la prochaine avenue que je vais explorer. Parce qu'au Canada, de toute façon, ça, il n'y a pas tant de provinces que ça qui parlent français. Y a-t-il des écoles francophones? C'est comme ma soeur, elle a inscrit sa petite à l'école francophone, mais tu sais, au BC, là, je veux dire, il y en a une. Tu vas pas te rendre au BC, je dis ça un chiffre au hasard, là, mais tu vas pas te rendre au BC pour en faire une. Là, j'ai visité quelques écoles francophones en Alberta. Ok. T'sais, oui, il y en a peu, mais ceux qui existent, quand t'es fait toutes, ça fait quand même un bon nombre. Ouais. Alors, je me suis rendu compte que plus que tu es prêt à voyager loin dans le domaine des conférences, d'aller visiter des francophones vraiment genre à 2000 km d'ici, quand tu es prêt à faire le voyage, les gens sont vraiment heureux de t'accueillir. C'est clair. Ce qui est drôle, c'est que moi je viens de Sherbrooke, mais j'ai offert une conférence à Edmonton avant d'en offrir une dans ma ville. Ouais. Une conférence à Edmonton en français avant d'en faire une au séminaire de Sherbrooke. Alors, c'est quoi l'expression, la citation, nul n'est prophète dans son propre pays? Ben c'est ça. Alors moi, au début, quand je faisais mon plan d'affaires, je me disais first, je vais percer autour de chez moi, je vais faire une école ici, le mot va se passer dans les cantons de l'Est, je vais devenir la référence des cantons de l'Est. Non! Surprise! Tu sais, c'est à Montréal, c'est à Québec que je mes premières percées. Après ça, en Alberta. Reality check. T'sais. Alors, on a beau faire le meilleur, je vais faire une petite parenthèse, c'est les plans d'affaires. Hein? On peut bien faire les meilleures simulations du monde, les meilleurs plans. En pratique, souvent, on va avoir un résultat différent. C'est clair. T'sais. Et là, il faut s'ajuster sur le fly. Moi, au début, quand je faisais, j'ai fait du porte-à-porte dans les écoles des cantons de l'Est. J'ai fait du cold call par téléphone. J'essaie de parler au directeur pour me vendre. Ça n'a pas marché. C'est seulement quand j'ai commencé à faire du guérilla marketing par courriel. Mon affaire a vraiment commencé à prospérer là, quand j'ai fait des courriels personnalisés aux 400 conseils d'orientation du Québec. Oh my God. Alors, c'est ça, je parle aux entrepreneurs qui m'écoutent là. Oui, faire de la publicité, mettons, soit sur les réseaux sociaux ou même soit les médias traditionnels. Là. Des courriels à des personnes clés, short and sweet, to the point. Il n'y a pas où on parle pas de notre produit, notre service, comme quoi que c'est la meilleure chose au monde, mais qu'on leur pose une question comme avez-vous déjà eu besoin de ça ou avez-vous déjà fait appel à quelqu'un pour faire ça? Point d'interrogation, short. Ben, les gens vont souvent répondre. Et là, quand tu as un client potentiel qui te répond, ben là, au moins, pour avoir une transaction, il faut un échange. Si toi, tu cries dans ton micro, les gens vont peut-être se bourrer les oreilles. Tu cries trop fort. Mais à un moment donné, il faut entendre aussi ce que l'autre dit. T'sais. Alors, je me suis rendu compte qu'en écrivant des courts courriels, c'est une méthode warm call qu'ils appellent. Tu écris un courriel, tu vois qu'il y a un intérêt. Quand que l'intérêt se confirme, tu appelles. Les gens sont comme sont intéressés. Puis là, tu parles vraiment dans une position un peu plus forte que lorsque tu fais du cold call et que là, les gens ont aucune idée t'es qui. Tu les connais à peine. Au moins, tu sais. Ah, c'est clair. Là, ça va bien justement. Là, t'as quand même des bons retours par rapport à tes emails et tout. Oui, j'ai développé un bon système. Nice. Puis, peut-être que dans le podcast, peut-être, est-ce que tu peux mettre un lien? Bon, ouais. OK. Il y a un podcast pour conférenciers aux États-Unis qui m'a vraiment aidé. Un jour, ils ont interviewé un spécialiste de la sollicitation par courriel. Okay. Donc, lui, il travaille avec toutes sortes d'entrepreneurs. Comment contacter des clients potentiels. Nice. J'ai appliqué à la lettre ce qu'il disait. Tu sais, j'ai changé mon approche au grand complet. Avant, c'était vraiment, je t'en ai parti, c'était trop long. Comme moi. Oui, c'est ça, c'est trop long. Les gens qui reçoivent 50 ou 100 courriels par jour, tu sais, les gens occupés, les influenceurs, les décideurs, ben, comment est-ce qu'ils vont déliter ton message rapidement? Dans le titre, si tu essaies de plugger quelque chose rapidement, puis que c'est
c'est trop évident, et que dès qu'il clique dessus, qu'il voit que c'est 8 paragraphes, non. Ouais. T'sais. Mais si c'est court, que c'est informel, puis qu'à la fin tu poses une question, ou c'est devrait-on se parler, should we connect, quelque chose du genre, ben là t'as l'air d'un humain, premièrement, puis t'as pas l'air de leur enfoncer quelque chose dans la gorge. Là tu peux leur commencer à leur parler comme du monde normal. Et c'est là qu'une relation de confiance peut se bâtir, puis qu'une transaction peut se produire. Ça a l'air un peu plus personnel aussi que d'envoyer un message, Ouais. un long texte que tu copies-coller, tu fais juste changer le prénom de la personne, puis that's it. Là. Ben, un des meilleurs exemples, c'est que l'année passée, j'ai cherché un courriel d'une conseillère d'orientation pendant une demi-heure. J'ouvrais des vieux PDF, j'ai envoyé un courriel à une ancienne collègue. En tout cas, j'ai bûché pendant presque une journée pour finalement avoir le courriel de la personne. Et ensuite, j'ai envoyé quelque chose de très personnalisé à propos de son école. J'ai fait des recherches, j'ai vu qu'il y avait tel programme, telles orientations. J'ai fait un lien avec ça. Donc, elle a vu que j'écrivais pas le message à tout le monde. Et c'est une petite marque, une petite touche d'attention. Mais ça a fait la différence. Puis j'ai réussi à y vendre quelque chose. Nice. T'sais. C'est ça, tu cherchais pour avoir son email à la personne de l'école. Parce que toi, c'est ça, tu veux pas envoyer un email. Genre info at Non, c'est ça. École Marie-Victorin. Non, jamais. Ouais, jamais c'est ça. faire ça. Puis l'autre ajustement que j'ai fait, c'est qu'au début, je m'adressais directement au décideur, au directeur d'école. Mais le directeur d'école ne me connaît pas. Il ne me fait pas confiance. Ça va beau avec le décideur, moi, j'ai pas un grand poids avec lui. Alors après ça, je me suis dit, OK, c'est qui pourrait m'aider à l'intérieur de l'école? Ah, la conseillère ou le conseiller d'orientation. Si je convainc cette personne-là, ben le conseiller travaille de proximité avec le directeur depuis peut-être 7 ans, 15 ans. Alors, si mettons, la conseillère lui fait une proposition, ben, le directeur a combien de plus de chances de l'écouter que de m'écouter moi? Non, c'est clair. Donc, des fois, c'est pas toujours le décideur à qui il faut s'adresser. Des fois, c'est peut-être, par exemple, des fois, ça va être le conjoint ou la conjointe qui va convaincre l'autre de tel produit ou service, par exemple. T'sais. Ouais, c'est comme quand ils disent quand tu fais des appels de marketing ou je sais pas quoi là. Ah, faut que j'en parle à ma femme. Non, monsieur! C'est tout de suite qu'on fait ça là, parce que je sais que si vous en parlez à votre femme, ça marchera pas. Tu vas te dégonfler, le gros. Ouais, c'est clair. Et là, c'est tout ça de prendre des décisions, là, je t'ai tenté. C'est que ça te tente. Tantôt, tu parlais pour en France, tu vas adapter un peu ta conférence, mais en général, tu travailles sûrement tout le temps en continu un peu sur ta formation. Là, ta conférence, là, c'est pas tout le temps, tu l'as fait une fois et tu n'as plus jamais rien à refaire. Là, non, elle est en constante évolution. Non seulement au niveau du contenu, mais surtout de la forme. Parce que là, je travaille avec un enseignant d'art dramatique, avec un professionnel de la scène. C'est Alors, je me suis dit que si je veux devenir le meilleur conférencier possible, si je veux offrir la meilleure expérience possible aux jeunes, les captiver, les garder avec moi pendant 1h15, je dois faire non pas une conférence, mais ça peut être aussi un show, une performance. T'sais. Et avec ce gars-là, vraiment, la conférence a été bonifiée grandement. T'sais. Alors, il faut s'allier avec des gens qui en connaissent plus que nous, des spécialistes. On va avoir certains dons, certaines habiletés, mais lorsque ces habiletés-là sont vraiment encadrées, là, on peut atteindre un tout autre niveau. Fait que je ne sais pas dans quel secteur vous évoluez, mais c'est sûr qu'il y a des gens, des experts qui peuvent vous donner des conseils ici et là qui vont vous amener à un tout autre niveau. Et là, je commence juste à m'améliorer. Mais je vois déjà le potentiel. Je dis, hey, si je continue à travailler avec lui pendant les 2-3 prochaines années, ça va être quoi? Là? Je vais m'être métamorphosé totalement. Alors, au début, vraiment, j'étais poche. Je soquais à comparer ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je me dis, oui, je trouve ça bon. Mais sauf que je suis pas satisfait. Oui, c'est bon. Des fois, encore, quand je me regarde, des fois, je grince des dents, mais ça a du potentiel. Mais là, à force de travailler avec ce gars-là, je pense que ça va toujours continuer à s'améliorer. Ouais. Mais justement, je pense qu'on a déjà parlé une fois dans le podcast, là. Mais souvent, le monde, j'en pense que quand ça fait longtemps que ça fait 20 ans que je fais ça, je connais ça. Là. Mais Tiger Woods, là,
c'est le meilleur golfeur, ou en tout cas ça a été le meilleur golfeur qui existait, puis il y avait un coach là. Il se travaillait tout le temps avec un gars que personne ne le voit, genre personne ne sait c'est qui, c'est pas lui qui joue, c'est pas lui qui est payé des millions, ben il est sûrement payé des millions pareil là, mais c'est pas lui qui est commandité là, sauf que t'as quand même toujours un coach même si t'es le meilleur dans quelque chose là. Tu peux toujours t'améliorer. Il y a un œil extérieur de quelqu'un qui voit quelque chose que toi tu vois pas, des erreurs que tu fais en dedans de toi, là. La part que toi tu fais. Fait que c'est quand même bon justement de penser, d'aller chercher des conseils de d'autres personnes aussi. Ouais. Mais tu m'as parlé de ma plus grande force ou faiblesse. Les deux. Ouais. Ben, je pense qu'à bien y penser, je pense que ma plus grande force, c'est ma capacité à accepter le feedback. Ou même d'aller chercher l'information que j'ai besoin. Ou je pense jamais que j'ai la science infuse, que je connais tout. J'essaie vraiment de... À la limite, je me dis que je connais rien puis que je suis pourri. Des fois, c'est une bonne chose. Ouais. Puis parce que si on veut voir des gens vraiment échouer, là, moi je pense, j'ai des amis du secondaire ou même certaines connaissances qui se pensent trop hot. Là, les petits Joe connaissants qui finalement eux autres souvent vont finir seuls puis ils vont pas faire grand chose de leur vie. Alors que les gens qui vont construire de grandes choses, soit des empires, qui vont avoir plusieurs amis, qui vont créer un grand réseau, pour des gens qui vont toujours chercher à en apprendre plus, qui vont être curieux puis qui vont se dire lui. Tu sais, les gens vont dire moi je m'entoure toujours de gens plus intelligents que moi. C'est cliché encore un peu comme phrase, mais ceux qui l'appliquent ça, puis que c'est pas juste une phrase cute qu'ils disent, là, ils ont un succès phénoménal. Alors ça prend de l'humilité, je pense, pour réussir en affaires. Pas penser qu'on est le king toujours. Ça prend de la confiance en soi, faut être capable de se remettre en question puis de douter, tu sais. Faut que tu sois capable d'accepter justement la critique, pas penser que comme tu dis, t'as la vérité. La science infuse sur tout. Là. Parce que c'est-tu facile avec sa défensive? Quelqu'un te fait un feedback, comme mon professeur, c'est quelqu'un à qui j'ai confiance. C'est une sommité dans son domaine. Alors quand il me dit quelque chose, des fois il est assez raide. Il va pas par le dos de la cuillère. Il me dit non, fais pas ça. Puis il me le montre de la bonne façon. Mais quand il me dit ça, ouch! Ça fait mal. Il est pas très diplomatique, puis il me dit c'était poche. Mais je préfère ça à ce qu'il soit complaisant puis qu'il me dise ça s'en vient bien. Non, parfait, dis-moi-les. Puis donc il faut écouter. Tu sais, tantôt je disais que j'avais reçu une critique vraiment acerbe, qui était aucunement mature, qui était pas critique constructive, elle tentait plus de me démolir. Elle, j'ai été capable de l'ignorer. Après 2 semaines, j'étais capable de l'oublier. Mais donc il faut accepter certaines critiques. Faut être, je pense que le plus grand défi, c'est de choisir qui je vais écouter. C'est ça. Tu sais. Faut que tu prennes des conseils, mais pas tout le temps n'importe qui. Tout le temps. Ouais. C'est ceux qui sont où est-ce que tu voudrais être un peu dans la vie, ça peut être une bonne chose. Tu sais, de prendre des conseils justement de quelqu'un qui a passé par... Pas quelqu'un qui est un peu au même niveau que toi, tu sais, ou qui est plus bas que toi. Tu sais, ça veut pas dire... Ou pas un cousin jaloux. Genre de ça. Ben tu sais, comme tu parlais, je pense pas que la fille de Boston, là, que sa mère ou sa tante qui a dit que c'était pas une bonne idée, là, je pense pas qu'elle voulait mal faire. Là. Souvent c'est pour les protéger qui font ça, parce qu'elle a peur qu'elle réussisse pas. Là. Sauf que maintenant, il y en a des fois pour vrai qui sont jaloux. Mais il y a des vérités dérangeantes. Et je pense qu'il y a plus de gens qui vont l'admettre. Là. Mais en tout cas, moi dans le poker, je me souviens. Quand on avait un de nos amis qui se rendait très loin dans un tournoi, où la première place était, mettons, de 25-30 000, on se ressentait un certain poison à l'intérieur de nous. J'étais là, Colin! Non, dis-moi pas qu'il va gagner ça. Tu t'as pas du malheur, mais si... s'il recevait un bad beat, on disait c'est triste, mais tu sais... Il y avait un petit peu de jalousie dans ce côté-là. Mais, ça dépend c'était qui la personne. J'ai pas le choix d'admettre que ça m'est déjà arrivé plus qu'une fois. C'est ça. Ça m'est pas plus qu'une fois, mais ça m'est déjà arrivé genre plus qu'une fois, au moins 2-3 fois. Là, que tu sais, c'était pas un ami proche, c'était plus une connaissance. Puis le gars, tu sais qu'il travaille pas aussi fort que toi. Puis c'est pour ça que c'est souvent ça la jalousie. Moi j'en avais justement de mes amis de poker qui étaient jaloux. Un gars que tout le monde trouvait poche. Sauf que le gars il faisait des scores. Sauf que le gars il jouait pendant que nous on jouait pas puis on le regardait jouer, tu sais. Fait que lui au moins il prend des risques. C'est pas en étant assis chez vous à te gratter à la poche que tu vas arriver à quoi là. C'est en prenant des risques puis en se plantant.
Puis t'envoies des messages à du monde, des emails qui sont pourris, puis tu regrettes, tu te dis, ah, fuck, j'ai peut-être perdu cette chance-là parce que c'était pourri, ou. Tu sais. Mais au moins prendre des risques dans la vie, là. Parce que le plus grand regret, d'après moi, qui est le pire, c'est de pas avoir essayé, là. Entre avoir essayé, puis échouer, puis de pas essayer pendant tout, puis dire, if, only if, là. C'est si seulement j'avais essayé, là, ben moi je pense que c'est bien pire de dire si seulement j'avais essayé, là. C'est pour ça que de plus en plus dans la vie, là, je prends j'essaie des trucs comme ça parce que j'ai cette mentalité-là. Là. Je veux pas finir puis me dire au moins si j'avais essayé. Ouais. Je vais te dire quelque chose de deep par rapport à ça. Ok, là c'est le moment deep. Très sérieux. Moi je comprends. Non, sérieusement c'est bizarre là, mais à chaque mois, je médite, mettons un petit 15 minutes là, sur ma mort. Oh, ouais. Je me rappelle, là, je me rappelle, hey Martin, tu vas mourir dans quelques années, que ce soit 15, 20, 40, 50, tu vas mourir à un moment donné. Ça va être fini. Là. Il n'y aura pas d'autre chose, ça va être ta dernière journée. Paf, tu meurs, ou tu as un cancer, tu as un accident de char, quelque chose. Ça arrive, tout le temps. Et souvent, c'est juste à la dernière seconde quand les gens ont une mauvaise nouvelle, que là, ils commencent à vivre pour vrai. Alors, moi, je pense que c'est juste rappeler qu'on n'est pas immortel, qu'on est né comme un sacrifice. Dès que tu nais, c'est ta sentence. Tu vas mourir. Okay? Il y a une chose sûre, c'est que le petit bébé-là, il va mourir, il va être vieux, puis il va y arriver quelque chose. T'sais. Ou bien même, il va être jeune, il va y arriver quelque chose, qui est encore pire. Alors, c'est pour ça que tu dis, il faut prendre des risques. Oui, il faut en prendre des risques. Puis, même si ça... Tu sais, les gens ont peur de faire faillite, de pas avoir de succès, de que tout s'écroule. Ouais, pis... Il y a pire que ça dans la vie. Tu sais, oui, au Québec, il y a un filet social. Dans le pire des cas... tu vas tomber sur le BS. Mais je parlais d'un entrepreneur qui a beaucoup de succès dans l'industrie du cirque. Un gars qui a travaillé pour le Cirque du Soleil, puis il vit surtout aux États-Unis aujourd'hui. Mais quand je l'ai vu il y a pas longtemps, il m'a dit « Moi, je comprends pas au Québec pourquoi il n'y a pas plus d'entrepreneurs. » Il disait « Asti, vous avez le BS? » Prenez-en des risques! Oh my god, c'est tellement Alors, vrai. tu vois sa mentalité. Il en a pris d'énormes. Ça va super bien, ses affaires. Mais tu vois comment il est craqué, là. Go all in. Il va toujours une solution. Ça aussi, le monde voit souvent pas qu'il y a une solution en arrière. Ils pensent tout le temps justement au pire. Même si tu fais faillite, là. Mais tu penses au pire des cas. Ok, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Est-ce que tu peux mourir ici? Non, c'est ça. Est-ce que tu peux pourrir dans la rue? Est-ce que les gens vont t'attaquer? Non. 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 Tu vas quand même être capable de manger peut-être 2 repas chauds. Puis dormir à l'intérieur. On pourrait être bien pire que ça. Là. On est vraiment choyés, justement au Québec, le monde se plaît. On dit, facile de dire, mais même moi, je le réalise jamais à quel point je suis choyé. Toi, tu viens de le dire aussi, mais je pense que tu le réalises pas. Non. Je pense que si les gens qui vont faire des voyages, mettons en Asie, qui vont en Inde, quelque chose, qui se promènent dans des dompes, ils reviennent transformés. Ils disent, oh shit, hey, faut que j'arrête de me plaindre. Hey, ça n'a pas de bon sens, comment qu'on est chanceux, tu sais. Des fois, je me dis qu'il faudrait que je fasse ça pour me motiver, pour me dire justement, check comment eux autres ils ont rien et ils ont le sourire pareil. Là. Ouais. Ça, souvent, c'est ça que tu vois. J'ai un gars que je check sur Facebook, que c'est un clown humanitaire qui s'appelle. Puis lui, il va partout où est-ce qu'il y a la guerre dans le monde. Puis il est pas payé. Là. C'est du bénévolat pur et simple. Là. Puis il faut qu'il s'arrange lui-même, il paye pour ses voyages, puis pour se nourrir et tout. Puis il va faire le clown, il va jongler, des affaires même pour des jeunes, des familles aussi, mais c'est plus les jeunes que pour donner des sourires aux jeunes dans des camps de réfugiés puis tout. Mais ce qu'il disait, tu sais, le monde, là, ils ont des situations 1000 fois pires que nous. Là. Ils ont rien sur la table, ils ont pas de job, n'importe quoi, puis ils trouvent pareil le moyen de sourire parce qu'ils ont la famille. C'est pour eux, c'est ça qui est important rendu là. Mais nous, tu vois, le monde, la fille de 12 ans, elle chiale parce que son père veut pas y payer le nouveau iPhone. Genre, come on. Alors, quand t'es témoin de ça, je pense que tu changes de paradigme totalement. Ok, j'ai été stupide de penser de cette façon-là, j'arrête de me plaindre. T'sais. Non, c'est clair. Ouais. Là, on parle justement un peu de voyage, de trucs comme ça, mais toi, dans la vie, ça serait quoi ton plus grand rêve en dehors de l'entrepreneuriat? Mettons, si tu es un entrepreneur, tu devrais faire le tour de toutes les écoles, être le plus grand conférencier, là, mais mettons, en dehors de ça, as-tu quelque chose d'autre qui te passionne que tu voudrais faire? Ben, je te dirais,
Je dirais que c'est pas de faire quelque chose. Ok. C'est plus de être. Ok. Parce que longtemps, j'ai couru après le succès, mettons matériel avec le poker, pour me rendre compte que je n'étais pas plus heureux là-dedans. Puis je me suis rendu compte qu'avec les conférences, même si j'ai du succès, c'est pas le succès qui va me rendre heureux. Je me rends compte que j'ai besoin de rien pour être heureux. Tu sais, c'est con à dire, là, mais juste s'asseoir avec aucune stimulation, qui est une torture incroyable. Moi, ça m'amène beaucoup de bien. Puis, on est... Donc, ce que j'aspire, mon rêve, c'est de devenir... d'être mieux dans ma tête, dans ma peau encore. Tu sais, d'être juste libre, free, léger, spontané. Tu sais, pas de vivre dans le futur, pas de vivre stressé, de me dire que j'ai besoin d'atteindre tel niveau de succès avant de dire oui, j'ai réussi, oui, je mérite telle chose, oui, je suis une bonne personne, tu sais, de juste m'accepter inconditionnellement dans le présent, puis d'être plus, je dirais, doux envers moi, parce que je pense que je suis un gars très critique, et même des fois assez violent, tu sais, je suis perfectionniste, puis alors, donc, ce à quoi j'aspire, c'est une plus grande paix intérieure, puis de vraiment vivre de façon authentique. Donc, c'est pas quelque chose qui est extérieur à moi, c'est plus d'être juste à l'aise avec moi de plus en plus. Puis oui, je suis sur une pente ascendante. Ouais, mais c'est ça que j'allais dire, là, ça doit bien aller de mieux en mieux, justement. Tu as trouvé un peu plus ta voix, les affaires vont de mieux en mieux. Ouais. Mais tu sais, tout ce que je veux dire, c'est que c'est facile de se perdre dans le faire, dans les buts, dans les accomplissements. T'sais. Parce que si on n'est pas groundé dans le présent, qu'on n'est pas en paix, pourquoi est-ce qu'on fait toutes ces choses-là? Ouais. Alors en même temps, quand t'es bien, puis tu sais que t'as pas besoin d'avoir telle médaille ou tel chèque pour être heureux, ben souvent ton travail va être encore meilleur, encore plus riche. T'sais. Ouais, c'est clair. Quand tu fais pas ça, ben, même si je sais que présentement tu fais pas ça pour l'argent ou quoi que ce soit, là, tu fais ça parce que t'aimes ça en même temps. Là. C'est sûr que l'argent, il faut bien que ce soit. Mais tu sais, si t'en as plus besoin pour avoir ta prochaine bouffe, là, je t'amène encore plus. Ben, il y a tout le temps une partie de nous qui veut plus de succès. Ouais. Là, more success! Crush, crush, crush! Puis oui, on peut crusher, puis oui, on peut en avoir du succès, tu sais. Mais il faut se dire, pourquoi nécessairement est-ce que je veux devenir... Est-ce que j'ai vraiment besoin de devenir tel conférencier le plus haut de la terre, puis de valoir tant d'argent? C'est quoi que je veux exactement? C'est peut-être de faire une différence dans la vie d'un jeune, ici et là. Tu sais, d'avoir, puis de connecter à un niveau très deep, tu sais, puis de savoir, hey, aujourd'hui, là, j'ai fait des maudites belles rencontres. Alors moi, c'est ça. Je veux que ça continue, ça. Le reste, on va dire franchement, c'est plus une distraction. Oui, c'est des beaux défis, la France, puis tout le temps continuer à croire, puis de mieux gagner sa vie. Tout ça, c'est le fun, tu sais. Mais en bout de ligne, pourquoi est-ce que je le fais? C'est d'avoir une influence dans la vie d'un jeune à chaque jour. Je pense pas qu'une personne, je pense pas que je peux faire des miracles, changer, mais au moins avoir une étincelle, semer une graine, quelque chose. Ouais, je pense que tu peux vraiment apporter de quoi. Moi, c'est ça qui est le fun justement dans ce que tu fais, c'est que tu as l'impression d'apporter de quoi en bout de ligne. Là. Ouais. Tu le sais justement que tu vas peut-être empêcher quelqu'un de juste suivre le chemin d'aller comptable quand ça ne tente pas pour 2 cents d'être comptable. Là. Mais tu sais que c'est pareil, il te faut une job. Puis peut-être ils vont se souvenir de la conférence dans la vingtaine. C'est pas même à la trentaine. Ouais. Et on sème quelque chose, puis à un moment donné, ils vont se rappeler de ce moment-là. Ils vont dire, ouais, peut-être que ce serait le temps que je commence à explorer un petit peu ce que le com disait là, au secondaire. C'est sûr qu'il y en a pour certains que ça doit leur passer. C'est juste une raison de manquer un cours. Là. Ouais. Mais il y en a sûrement qui sortent de là qui sont vraiment émerveillés. Puis, je sais pas émerveillé, là, mais... Ben, je sais pas si c'est le bon terme que j'ai utilisé, mais... Mais je te dirais qu'une fois de temps en temps, je me lève un matin, puis j'ai un message d'un jeune dans ma boîte sur Facebook qui me dit à quel point il apprécie la conférence, que ça l'a fait réfléchir et tout ça. Puis quand je viens de lire ce courriel-là, il n'y a pas un montant d'argent qui me rendrait plus heureux. T'sais. Qu'est-ce que je veux de plus? Il y a un jeune qui me dit que je viens de changer sa vie de peut-être 5%. Ouais. C'est fou pareil. Fantastique, tu sais.
C'est clair. Ouais. Nice. C'est un bon feeling, ça. Mm-hmm. Puis alors, je souhaite juste que ça continue. Mm-hmm. C'est clair. Le clip, tu recommences en septembre? Ouais, vers la mi-septembre, ça va être non-stop jusqu'à la mi-décembre. Mm-hmm. Alors, ça va être très fatigant, très demandant, mais en même temps très excitant aussi. Ouais, t'aimes ça. Puis, ouais, c'est ça. Alors, c'est par séquence. C'est aucunement routinier. Mm-hmm. Dans un sens, t'aimes sûrement ça, qu'il n'y ait pas trop de routine. Peut-être ça que t'aimes aussi, mais... Ouais. Ouais, les journées de congé, quand ça fait 10 jours en ligne, 12 jours en ligne que tu travailles, tu apprécies. Oh my god, je sais pas, hein. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, quand ça fait. Quand t'en es à ta 10e conférence dans une semaine, t'es comme sur un rush, puis t'es sur l'adrénaline, puis c'est hot aussi. Puis quand t'es en congé pendant, mettons, une couple de mois durant l'été, que tu travailles plus sur du contenu, que t'es vraiment plus au ralenti, c'est parfait. Tu sais, chaque saison a ses beautés. Non, d'accord. Ouais. Tu peux en profiter l'été un peu plus. Tu peux aller te promener. Tu peux aller visiter un peu. Ouais. Le beau Québec. Ouais. Se sentir libre. Mm-hmm. Tout ça. Nice. Y a-tu quelque chose que tu veux dire en finissant? Un conseil? Quelque chose? Le conseil que je donnerais, c'est de poser un petit geste aujourd'hui. Tout simplement. Parce que peut-être qu'il y en a qui écoutent le podcast qui sont de futurs entrepreneurs, qui ont un projet qui les emballe. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Petite chose. Qui que vous pouvez contacter, qui pourrait vous donner de l'information, qui vous aiderait à avancer d'un pas? Qu'est-ce que vous pourriez faire concrètement? Une petite affaire. Pendant une demi-heure, qu'est-ce que vous pourriez faire? Mm-hmm. T'sais? Juste adopter ce mindset-là. Que peut-être aujourd'hui, je vais envoyer un courriel à une personne, ça va changer ma vie. Mm-hmm. Tu le sais pas. Mais essaye. T'sais. Pose un petit geste. Ouais. That's it. Parfait. Excellent. C'est un très bon conseil. C'est de prendre l'habitude. Si on est capable de le faire justement chaque jour, que ça devienne routinier, que ça devienne plus une corvée et que ça devienne pas difficile. Aussi, le monde a peur. De un, ils pensent qu'il faut que tu fasses, tu sais, comme tu dis, une demi-heure. Ça peut être, genre, ça peut être 15 minutes, une demi-heure. Là. C'est pas obligé d'en faire pendant 3 heures toute ta soirée. Là. Non. Juste de poser un petit geste. Puis, à un moment donné, ça va devenir de plus en plus facile. Puis, tu vas voir que le temps va passer de plus en plus vite. Au début, ton 15 minutes que tu trouvais long, ben, il va devenir des 1 heure. Puis, tu vas trouver que tu manques de temps. Puis, tu vas vouloir en faire plus. Là. Faut pas que tu attendes que tu te sentes inspiré, Ah, d'être motivé. Tu le fais. Mm-hmm. Comme j'ai changé d'automobile il y a pas longtemps, puis à un moment donné, puis là j'étais vraiment dû pour aller à la SAC, puis enregistrer la voiture, puis appeler mes assureurs. Moi je déteste cette paperasse-là. Je déteste ça. Un matin, je me suis dit, ok, c'est aujourd'hui que ça se passe, la date limite est dans une couple de jours, mais là, j'attendrai pas à la dernière journée, c'est pas vrai, je vais le faire aujourd'hui. Puis finalement, la fête à ketchup en 45 minutes. J'étais de retour chez nous, puis je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Donc là, j'avais un certain momentum, puis cette journée-là était hyper productive. Nice. Ça me tentait mauditement pas. Faut pas dire crissement pas. Mais je l'ai fait. Okay. Alors à chaque jour, moi je pense qu'il y a comme une petite bataille qu'on doit gagner comme ça. Ça nous tente pas, il y a un petit quelque chose qui nous gosse, qu'on sait qu'on doit faire, que ça nous prend du jus. Même si on écoute une émission sur Netflix, c'est encore dans le fond. C'est un petit peu coupable, il y a quelque chose qu'on doit faire. Et quand on le fait, tu sais, puis là on se rappelle, hey, j'ai donc bien été cave de. Clairement. Ouais, c'est le conseil que je donnerais. Parfait. Pose un petit geste. Un très bon conseil. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Martin. C'était vraiment très intéressant et vraiment très le fun. Ben, j'ai aussi adoré notre première rencontre en vrai. On est des amis dans la vraie vie. Oh, on peut dire ça. On peut dire ça. Okay. Je suis bien content de faire partie des amis à Martin. Yes. C'est un honneur pour moi. Martin, c'est un bon gars, faut le dire. Ben oui. T'as aidé beaucoup de personnes. Je savais même au poker, tu backais du monde, tu taquais du monde, mais t'en as aidé aussi sans demander rien en retour, puis ça t'a toujours fait plaisir, puis c'est comme ça qu'on s'est connus, parce que tout le monde qui s'aidait, puis c'est quelqu'un de généreux dans la vie, puis c'est une bonne chose. Ben, je pense qu'on a besoin d'être en relation. Il faut une connexion à un certain niveau. Le milliardaire qui est tout seul, qui parle pas à personne, qui est isolé dans son château,
qu'est-ce qu'il fait ça à l'intérieur, lui, je sais pas. Exactement. Je serais pas capable. Ouais. Sérieusement. C'est clair. Bon, alors, merci beaucoup. Ben, merci ça a été beaucoup. le fun. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. À la prochaine. Salut là.